Bonjour et bienvenue sur scifantasy.fr pour ce podcast numéro 8, podcast spécial puisque c'est un podcast en crossover avec Wuniverse.fr. D'ailleurs, on a Alexis qui est là, rédacteur en chef de Wuniverse.fr. Salut à tous. On a Gary. Hello. Gary que vous connaissez déjà. Sinoc de Wuniverse.fr et de scifantasy.fr. Alexis aussi d'ailleurs, mais... Bonjour tout le monde. Et Charles. Salut. Charles, tu dois donc être un des seuls à ne pas avoir encore écrit sur scifantasy. Ah maintenant Gary aussi. Non mais c'est parce que vous êtes la team extended, c'est pour ça. Je suis un super rédacteur sur Universe. Moi je suis un fidèle admirateur. Non mais normalement t'es podcaster. Logiquement, oui. Moi, on voulait pas de moi. T'en voulais pas de toi ? Non mais c'est normal. Donc un podcast consacré aux 50 ans de Doctor Who. Les 50 ans ont eu lieu ce week-end, samedi, lors de la Paris Comics Expo. C'est pour ça qu'on vous propose ce podcast un peu plus tard et pas en live. Donc tous les 5 on va revenir sur cet épisode et pour commencer on va présenter la série peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que je présente la série ? Est-ce que quelqu'un veut se jeter dedans ? Vas-y, t'as l'air chaud. Alors, si tu veux, je t'aiderai. Je vais compléter. Doctor Who, c'est donc une série qui a 50 ans, qui a été créée en 1963 par la BBC. Donc ses créateurs sont Sidney Newman et Donald Wilson. Elle a commencé le 23 novembre 1963, qui est le fameux lendemain de l'assassinat de JFK. Ce qui fait qu'à l'origine, la série est passée complètement inaperçue quand elle est sortie. Et elle raconte l'histoire du premier docteur au début, qui est William Hartnell, qui est un seigneur du temps. Qui est un seigneur du temps qui est... Donc une race extraterrestre. Qui est une race alien qui sont les seigneurs du temps. Voilà. Donc ils contrôlent le temps, ils peuvent se déplacer à travers l'espace-temps. Et qui en a un peu marre, qui est un peu un paria sur sa planète et qui décide de s'échapper et d'aller vivre des aventures. Et pour ça, il vole un TARDIS qui est un système de voyage dans le temps, mais qui a un peu sa propre conscience aussi. Time and Relative Dimension in Time and Space. C'est ça. Ouais. Non, c'est une... Parce que t'as dit 2 fois time, là. Ouais. Time and Relative Dimension in Space. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, il le vole et s'envole avec à la base 2 compagnons, dont sa petite fille, je crois, et... Il part avec sa petite fille et après ils sont rejoints par 2 professeurs C'est ça, ouais. Et ils vont être 3. de sa petite fille. Et à partir de là, ils vont vivre des aventures à travers l'espace et le temps, et du coup, beaucoup sur Terre, parce que le docteur aime bien la Terre et aime bien protéger la Terre, et à travers toutes les époques, ce qui permet de voir à peu près de mettre toutes les histoires qu'on peut dans le futur et le présent. Puisque la série en fait à la base avait un but un peu éducatif et du coup ça permettait de présenter l'histoire un petit peu aux jeunes, aux enfants, ceux qui regardaient la série. Donc à travers les années, la série a développé une mythologie, a développé des espèces aliens, des ennemis. Les plus connus sont les Daleks, une espèce alien qui est particulièrement classe, qui vit dans un corps robotique et qui extermine tout le monde et dont le but est d'obtenir d'être la race suprême. Et on a aussi les Cybermen, on a les Siluriens, les Ice Warriors, enfin on en a tellement que... Oui, on va pas tous en les plus, citer, vous allez regarder sur Wikipédia, vous allez vous moquer de nous après. Mais bon. Et le gros concept de la série est arrivé au bout de quelques saisons quand William Hartnell est tombé malade et n'a pas pu continuer la série. C'est que les scénaristes se sont dit, tiens, on va trouver un truc stylé pour continuer à faire d'autres séries quand même. Et ils se sont dit, il va mourir. Et le docteur, un Time Lord, quand il meurt, pour pas mourir, il se régénère et il devient une autre personne. Une personne qui garde globalement la personnalité, même si des traits changent, mais dont le physique change, ce qui permet de changer d'acteur et de continuer la série. Il garde les mêmes souvenirs, etc. Ce qui évite les problèmes qu'on a dans certaines séries où un acteur change, mais c'est le même personnage. Là, c'est justifié scénaristiquement. Mais sa mentalité change à chaque fois. Sa mentalité, ça change globalement, oui. Ouais. Il a les mêmes souvenirs, il a globalement le même objectif, mais il a des traits de caractère qui changent. Ouais. Le même objectif, c'est pareil. Ça, on sait pas trop ce que fait le docteur dans la vie, quoi. Enfin, il s'amuse, il voyage dans le temps, tout ça, mais... En fait, c'est un personnage assez mystérieux. D'ailleurs, avant l'épisode d'aujourd'hui, de hier pour nous, mais d'il y a plusieurs jours pour vous, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'épisodes consacrés au docteur lui-même et à sa personnalité et à pourquoi il fait ce qu'il fait. Et on s'attend souvent sur les histoires qu'il doit résoudre et les histoires de ses compagnons. C'est un des principes de base de la série, c'est qu'au bout du compte, c'est un personnage qui est super attachant, mais on le connaît pas du tout. Et qui est totalement mystérieux, d'où le nom de la série d'ailleurs. D'où le nom de la série, Doctor Who, parce quel docteur, on connaît pas son vrai prénom surtout.
Il doit Il dire en a que dans un, des mais contes, que dans ça des- fait partie de ses mystères. Voilà, il doit le dire que dans des situations spéciales. Exactement. Et puis, c'est l'autre principe de base de la série, c'est que comme c'était assez tourné pour les enfants, au début c'était très éducatif, après c'est sorti plutôt pour faire un Freak of the Week. C'est une expression qui est Le monstre de la semaine. le monstre de la semaine qui a été très très utilisé pour cette série en Angleterre, où toutes les semaines il y avait un nouveau méchant, alors qui était du fait c'est toujours à très très petit budget, donc c'est toujours un petit peu carton-pâte et latex très très grossier et peint à la Ouais. bouche et à la main. Faut voir les Daleks. À la base, ils ont quoi? Ils ont un mixeur d'un côté, une C'est ventouse de l'autre. un mixeur et une c'est- ventouse, ouais. C'est Ouais, c'est génial comme concept. Hein. C'est les plus gros méchants de l'histoire. Et c'est des gars, ils ont une webcam, un mixeur et une ventouse. c'est juste magique là-dessus. Et Voilà. Oui, Gary. Alexis disait à l'instant tout à l'heure que les Daleks étaient hyper classe. Ils ont réussi à créer un méchant kitsch et à le rendre hyper classe. Parce que le Dalek, il n'y a rien de plus kitsch concrètement comme méchant, quoi. Oui, mais ils ont tendance à faire ça avec beaucoup de vilains qui sont toujours hyper kitsch, mais qu'ils arrivent à rendre vachement stylés. Et, C'est un peu la classe à l'anglaise, c'est toujours amener de la menthe avec du veau ou du rouge et du rouge et du vert ensemble. C'est vraiment la mentalité anglaise. C'est une série qui est typiquement anglaise. Ça pourrait pas être produit aux États-Unis comme ça a existé depuis 50 ans. C'est pas même possible. si, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Même si les on y dernières reviendra un saisons sont peu. beaucoup trop américaines. Mais c'est très très ancré dans la culture anglaise. C'est presque religieux hein, chez eux. Je pense qu'on on comprend pas encore l'engouement, même si ça commence à venir gentiment. En Angleterre, c'est une institution, Doctor Who. Hein, ça fait partie de la culture. Un chiffre simple pour le comprendre, c'est ce que je disais à Manu l'autre fois sur internet. Quand Matt Smith, donc le dernier docteur, a une phrase fétiche et Bow ties are cool, donc les nœuds papillons sont cool. La première fois qu'il l'a dit dans un épisode, le mois qui a suivi, les ventes de nœuds papillons à Londres ont monté de 94%. Voilà, Pas mal. Ça décrit bien ce qu'est Doctor Who. Est-ce qu'on a dans la les vie ventes des quotidienne des fez gens. aussi, parce que ça serait Sûrement, intéressant je pense, de savoir. ouais. Je pense qu'en Angleterre, ça a dû bien reprendre. Je pense que nous tous, quand on est passé dans un magasin de farce à trappe ou de costumes et qu'on a vu un fez, on s'est dit, il faut qu'on l'ait. Alors moi, je me suis racheté un nœud papillon. Moi, ça, je c'est veux un sûr. fez, moi. Ça tirait très bien le fez, oui, c'est possible. Ah, mais c'est plutôt simple. Quand tu vas à Londres, concrètement, les produits dérivés Doctor Who, c'est la folie. Ouais. T'as de tout partout. Il y a des tours opérateurs qui font des voyages spéciaux Doctor Who où il y a des musées, tu peux aller visiter les studios d'enregistrement, il y a des concerts, la BBC donc qui est la chaîne qui C'est pire que diffuse ça. Tu peux acheter des pattes Doctor Who, je te jure. les pattes Doctor Who, ça Des j'ai pas trucs essayé comme ça, encore. tu vas dans un magasin, un supermarché en Angleterre, t'as des poids Doctor Who, des pâtes Doctor Who, c'est n'importe quoi, des gâteaux. C'est ahurissant, quoi. Faut- Et également, Dis-moi. maintenant, un musée permanent même. Parce qu'on a eu C'est vrai, une sorte ouais. d'exposition qui s'était créée il y a 1 ou 2 ans et qui a bougé dans toute l'Angleterre et qui maintenant est permanent. Je sais plus où c'est situé. À la ville exactement. exacte, je saurais pas te dire, mais Cardiff, sûrement. c'est possible. Parce que Cardiff, c'est assez cool dans Doctor Who et Torchwood. C'est pour ça. On enchaîne du coup. Alors, Doctor Who, par la suite, ça a duré un certain temps. Il y a eu 26 saisons, en fait, avec plusieurs acteurs, enfin avec 7 acteurs. Jusqu'en 89. Ouais. Jusqu'en 89, 7 acteurs, plusieurs showrunners. C'est un truc de la série d'ailleurs, c'est qu'elle change de showrunner avec le temps parce que tout le monde ne peut pas rester une vie sur une série. Un showrunner, c'est quelqu'un qui run le show, tu vois. C'est quelqu'un qui dirige la série et qui Bonne donne, explication. qui donne non, mais tout à l'heure, il faisait le malin en utilisant des anglicismes qui n'existent pas et puis il me demande showrunner, mais s'il te plaît, Arnaud, quoi. Et oui, c'est quelqu'un qui donne les directions générales de la série, vers où on va, tu vois. Le fil rouge. La série s'est arrêtée. Elle n'était pas forcément hyper populaire en France, par exemple, ou aux États-Unis, c'était Pas du tout, même. connu. Enfin, ça a été déjà. En France, c'est sûr. Hein. En France, ils ont commencé à la diffuser quand ça s'est arrêté. En 89, ça. c'était TF1 qui a commencé. Donc, Oui, Arnaud. En France, ça a été diffusé d'abord sur Temps X. C'est Alain Carazé d'ailleurs, si je me souviens bien, qui a voulu racheter les droits. Ils l'ont diffusé vaguement sur Temps X. L'émission s'est arrêtée tout de suite derrière et ça s'est retrouvé dans le Club Dorothée où ça a été diffusé un peu n'importe où, n'importe comment.
entre 12 mangas et c'était perdu, donc du coup ça a eu aucun succès. Les gens comprenaient pas du tout ce que c'était, parce qu'en plus c'est diffusé dans le désordre, bien sûr, parce que la télé française fait toujours bien les choses, Elle ce fait genre de toujours. choses. Donc oui, ça continue, hein. C'est pas seulement pour le Docteur, c'est quasiment pour tout ce qu'elle diffuse. Tu parles d'Alain Carazé, c'est marrant parce que c'est lui qui a essayé d'amener Doctor Who en France à l'époque. Et aujourd'hui, c'est toujours lui qui se bat pour la série tout le temps. C'est lui qui Un grand s'est occupé de que ça se passe bien pour l'épisode spécial des 50 ans. C'est lui qui fait en sorte que les acteurs essayent de venir en France. Il n'y arrive pas forcément. Il y a Mark Gatiss qui est venu, Steven Moffat qui est venu, mais il aurait aimé qu'il y ait quelque chose de plus gros cette année à Comic-Con, par exemple, et ça s'est pas fait. Et voilà, grâce à lui, je pense que la série s'est un peu plus développée en France qu'elle l'aurait été sinon. Et du coup, merci Alain. Voilà, si tu nous écoutes. Ouais. Je sais qu'il a été déçu par l'épisode en plus. Du coup, ça s'est arrêté en 1989. Voilà. Et ça a repris il y a en eu 96 avec un téléfilm. avec le 8e Docteur. Avec le 8e Docteur, donc qui n'avait fait jusqu'à qu'un peu téléfilm. que cette apparition-là. Et des audiobooks depuis. Ouais. Avec pas mal de compagnons. Et de succès d'ailleurs, il marche pas mal apparemment. Ah ouais. Et qui montre que, en fait, parce qu'il y a un univers étendu de Doctor Who en audiobooks ou autres, qui sont pas forcément considérés comme canoniques. Même si récemment, du coup, il y a une grosse partie des audiobooks avec le 8e Docteur qui, bizarrement, sont devenus canoniques le temps d'une phrase dans un mini-épisode. Et oui, qui montre une vraie importance du 8e Docteur qui était un peu négligé jusque-là. J'ai une question pour toi, Manu, à ce niveau-là. J'ai commencé la série Doctor Who à partir de la première saison qui a commencé en 2005. en Ouais, 2005. moi aussi. Hein. Est-ce que le téléfilm de 96, est-il utile pour la série? Est-il utile pour la continuité Non, pour et il l'histoire. est nul. Il y a juste l'acteur qui est Paul McGann qui est vraiment super intéressant, mais sinon le téléfilm est vraiment pas terrible. Donc concrètement, pour les lecteurs, les auditeurs, il n'y a pas besoin de regarder cet épisode pour suivre Doctor Who. Non, mais en fait, il y a un truc qui est génial avec Doctor Who, c'est que tu peux commencer. Alors, malgré le fait que le Gorafi va vous dire qu'il y a des gens qui se sont fait taper parce qu'ils ont commencé par la saison 5, Merci le Gorafi. tu peux commencer à n'importe quel nouveau Docteur et te dire et découvrir la série comme ça et ne pas avoir certaines bases. Et c'est cool après d'y revenir et de découvrir des trucs. Et en fait, tu as grandi ton background sur un personnage que t'aimes et dont tu savais pas tout, mais où c'est difficile de tout savoir. Je pense pas que les voir dans l'ordre depuis le premier, ça soit important pour apprécier la série. Et peut-être au contraire, qu'il faut mieux commencer en 2005 qu'en 1963. Et puis de toute façon, après, tu deviens rapidement complétiste. Et moi, quand je suis devenu fan, après, j'ai voulu regarder du coup le téléfilm, même s'il était pas ouf, mais tu vois, ça fait plaisir de voir d'autres incarnations, tout ça quoi. Petite stat intéressante, si tu commences depuis 1963 et que tu regardes tous les épisodes à la suite sans t'arrêter ni boire ni manger, t'en auras pour plus de 2 semaines. Pas mal. Ouais, c'est vrai, là, parce que la plus longue série du monde, t'en as pour 1 an et 3 mois sans t'arrêter. Mais bon. Et oui, je crois qu'il y a des stats sur le nombre d'heures que chaque docteur dure aussi, ce qui permet de mettre en relief les différents docteurs importants dans C'est l'histoire. dans Wowlogy. Ouais, un bouquin, j'ai fait une super critique sur Universe. Vous allez le voir. Du coup, après l'échec de 96, le film qui a pas vraiment Qui n'est- marché, qui n'était pas terrible. En plus, ça c'est pas. Je t'interromps. C'est pas vraiment vrai parce qu'il a quand même fait genre 7 ou 8 millions de Ouais, téléspectateurs en Angleterre. Ouais, mais Ouais, mais c'était pas un c'est pas échec. assez pour- ouais, c'est mais pas c'est assez pas pour un un Star échec Trek mondial, cuisant, quoi. tu vois. C'est- non, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Et oui, comme maintenant, c'est les États-Unis sont le point central de la culture Bien sûr. télévisuelle. Et de toute façon, ce téléfilm, l'objectif c'était de relancer la série. Relancer. je pense. Ouais. Donc ça n'a pas marché et ils ont attendu Voilà. au final moins de 10, enfin à peu près 9 ans, ouais. pour recommencer. Et en ça, 2005. c'est même le. Donc, du coup, la série après a repris en 2005 avec Russell T. Davies en showrunner. Mais ça, je pense que c'est aussi grâce à Russell T. Davies qui a vraiment fait pression auprès de la BBC en disant ouais, il y a quand même une grosse attente et moi, je veux bien assurer le truc. Enfin, je pense que c'est quand même lui qui a fait pression sur la chaîne. Et est-ce que tu sais si des fans s'étaient regroupés à cette époque-là pour relancer la série? Est-ce que c'était un mouvement de fans qui avait amené à tout ça? Si, quand même un peu, parce qu'il y a eu pas mal de conventions qui sont jamais arrêtées de tourner, tu vois. Il y avait tous les Oui, il y a produits dérivés, tu sais, tous Le les... Doctor Who Magazine, par exemple, s'est Ouais, jamais voilà. arrêté, etc. Il s'est jamais arrêté, les audiobooks non plus, enfin tout plein de trucs comme ça qui ont continué. et Peut-être qui que pour marchaient faire un toujours bien. parallèle avec les États-Unis, on peut dire que c'est un peu comme les magazines ou les produits dérivés Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a des pauses dans les films, hein, il n'y en a pas tous les ans, mais il y a toujours eu des magazines, des produits dérivés.
Et de Doctor Who en Angleterre, c'est un petit peu ça. Ouais, mais c'est pas le fait qu'il y ait des conventions de fans de Star Wars qui font qu'il y ait des nouveaux films qui sont produits. C'est parce que dans tous les cas, ça marchera. Bah, si tu vends toute l'année alors que tu Alors fais que pas c'est de peut-être vrai produit, que sans les ça aide quand même conventions à ressortir quelque chose pour justement produire de nouveaux goodies et de nouvelles choses pour les revendre derrière. Ouais, Star Trek peut-être. Star Trek, oui. Parce que Star Wars, aussi, je pense que ça marcherait sans les conventions à côté. Mais il y aura les conventions parce que ça marche. Et Doctor Who, peut-être que, et Star Trek, peut-être que sans les conventions, il y l'étendue aurait du pas eu phénomène serait peut-être pas le même Ouais. quand même. Hein, mais Du coup, Gary, tu le disais, en 2005, la série est revenue avec Russell T Davies en showrunner pendant 4 saisons et 4 épisodes spéciaux. C'est ça, ouais. Ouais, c'est 4 épisodes spéciaux en 2009. 5. Ouais, mais Enfin, un double, Ouais, quoi. ouais, il y a un double. Dont un qui marquait la fin de David Tennant en tant que docteur. Donc, il est revenu avec une première saison, un premier docteur qui, du coup, le 9e docteur qu'on voit juste après sa régénération, en fait, techniquement, il découvre qui il est Ouais. et il se lance dans une nouvelle aventure. Oui, je sais, Charles, tu as des problèmes de continuité comme moi, je pense, tu as des paradoxes temporels avec ce docteur, mais Non, mais c'est juste pour dire que c'est pas juste après sa régénération, parce que dans le premier épisode, on voit, il a quand même voyagé pas mal de temps seul. Non, on le parce voit que- dans Non. l'assassinat de Kennedy, dans les journaux, tout ça. Oui, mais ça, c'est une grosse erreur du. Bah, c'est une grosse erreur de continuité en fait parce qu'on le voit vraiment sortir du Tardis et il est tout neuf et il découvre son corps et il regarde Ouais. sa tête. Quand il est tiens, dans j'ai des l'appartement de grandes Rose, il regarde et il fait Ah, j'ai des grandes oreilles, machin. oreilles. Ouais, il découvre, oui, Ouais. il se redécouvre vraiment et du coup on voit que c'est ça, là, il vient de se régénérer et pourtant dans l'épisode on voit que où il voyagera seul plus tard. Ce qui se passera pas au final. Mais en même temps, il y a des trucs enfin, Rose, non. Au final, Rose a tout le temps voyagé avec le docteur, avec le premier docteur. Mais plus tard, les compagnons suivants, comme Rory, comme Donna, n'étaient pas toujours avec le docteur. Et non, peut-être que Donna, si d'ailleurs, pendant toute sa période. Mais on voit que Tennant a voyagé des fois sans compagnon, quoi. Alors qu'avec Leston, son personnage, on le voit jamais, c'est jamais suggéré qu'il voyage sans Rose. Ouais. Donc oui, c'est oui. Christopher Eccleston, on n'a pas dit son nom au début. Oui, d'ailleurs. Donc, c'est Christopher Eccleston qui Que vous avez pu voir incarne récemment dans Thor The Dark World en Malekith. en Malekith et dans G.I. Joe je Ouais. sais plus ce qui était C'est vrai. le méchant dans le premier. Et ça introduit aussi la nouvelle compagne du docteur qui est Rose. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais on vous a dit qu'il était parti avec des compagnons au début, mais il y a un grand rôle des compagnons du docteur pendant toute la série. C'est Qui ont changé très régulièrement. Il y a ouais, énormément et c'est eux qui font changer d'ailleurs les directions de la série. En fait, c'est eux qui font vivre de façon organique cette série. Et il y en a eu des importants pendant 26 saisons. Et Rose est amenée directement comme une nouvelle compagne qui sera importante et qui l'est toujours aujourd'hui pour les téléspectateurs. Et Euh, la différence majeure quand même de cette nouvelle série entre guillemets de 2005, c'est que Russell T Davies intègre l'idée que pendant la pause entre 96 et 2005, c'est The Last of the Time Lord. voilà, le docteur a éliminé en fait tout son peuple et les Daleks lors d'une. On le sait pas tout de suite, on sait qu'ils sont morts, mais je crois pas qu'on le sait tout de suite que c'est lui qui les a tués. Si, il le dit dans Dalek, dans Oui, l'épisode mais 6. il le dit pas dans Rose. Oui, non, bien sûr. Non, mais je veux dire dans cette saison, quoi. Et du coup, ce qui fait que le Docteur maintenant est le dernier des Time Lords, alors que dans les saisons classiques, on en voyait de temps à autre. Du coup, on a droit à une première saison un peu kitschue au début, je trouve, avec très vite dès l'épisode 6 Dalek, qui là, pour ceux qui n'ont jamais vu la série avant, introduit les Daleks et fout une grosse branlée parce que Eccleston, quand il se retrouve face aux Daleks, c'est une tuerie dans le jeu d'acteur et dans l'intensité, dans l'émotion. C'est là où il est le meilleur dans Doctor Who. Non, ouais, je pense que non, après, tu as ce Dr. Densis, des trucs comme ça, ou même les derniers épisodes qui sont mortels, quoi. Et à partir de là, la fin de saison est juste épique et s'enchaîne toute seule, et on découvre des personnages comme Jack Harkness, qui aura son propre spin-off plus tard, par exemple, qui deviendra un personnage important dans l'univers. Et on va jusqu'à la fin de saison où Eccleston, il a eu le droit qu'à une saison. On lui a dit, écoute bonhomme, fais la relance à la série maintenant qu'on va marcher. On va marcher sans toi. En gros. C'est lui qui est parti apparemment. Ouais, Parce je que sais pas. lui, moi j'ai toujours entendu il a été dire, mis de côté. que lui, il supportait pas tout le fandom ouais. qu'il y avait autour de la série et que ça le saulait lui il soit dérivé, tu sais, genre en figurine tout ça, et qu'il s'entendait absolument pas là-dessus avec la production. Il y et du avait coup, apparemment, il y a eu des histoires d'embrouille avec l'équipe de production, mais c'est lui qui a été mis de côté et on l'a pas prévenu en fait. Il y a Et- ça, il y a aussi le fait que l'acteur suivant, donc David Tennant, était quand même pressenti pour être le docteur depuis le début de 2005. C'est-à-dire que c'est lui qui avait. Enfin, c'est un grand fan de Doctor Who, ce mec-là, et il avait fait pression auprès
il a choisi d'être acteur pour incarner un jour, peut-être, son rêve, voilà, c'était de devenir Doctor Who, ça s'est réalisé. Et il a tanné les producteurs pendant les castings pendant des mois et des mois pour être le Docteur. Au bout du compte, je crois qu'il a travaillé sur la série un peu en off sur la première saison pendant que c'était Eccleston. Mais je pense que Eccleston a aussi été poussé parce que les producteurs se sont rendus compte que Tennant avait un talent fou et puis surtout une envie monstrueuse de faire le rôle, quoi. Donc c'était pas une question d'audience, il n'y avait pas ça en parallèle? Non, très clairement non. Au contraire, les audiences étaient bien meilleures qu'ils y croyaient, d'où l'augmentation de budget dès la saison 2 en fait. Pour parler de David Tennant et de ses relations avec le Docteur, il est quand même marié avec la fille de Peter Davidson, donc le 5e Docteur, C'est ça. et qui qui elle-même elle a joué dans Doctor Who en étant la fille du Docteur. Ouais, qui sont sous clone en fait. Ouais. Un personnage créé à partir de son ADN. Donc oui, c'est un peu incestueux. cette C'est famille. très incestueux. C'est Doctor un peu chelou. Du coup, David Tennant qui, là, je pense, fait exploser la série en fait. Who, clairement. L'époque Tennant est ce qui fait découvrir la série à tout le monde. C'est à partir de là qu'en France, ça a commencé à buzzer. Et d'un seul coup, moi j'ai commencé en 2009, je sais pas vous, non, ou 2008 ou 2009, fin de saison 4 en fait. Et après j'ai enchaîné sur les spéciaux. Et là, on commençait vraiment à entendre parler. Moi, en 2005, j'ai vu une page dans un magazine de séries télé, je me disais, c'est quoi ce truc, quoi? J'ai entendu parler de ça. J'avais un dossier d'Ed c'est ça qui m'intéressait. De Doctor Who, je me suis dit, c'est qui Christopher Eccleston? Très clairement, si en 2005 la série était relancée en Angleterre, ça n'a pas été le cas à l'international. C'est-à-dire que c'était encore très intimiste pour les Anglais, alors que nous, on n'a pas. Il n'y a pas énormément de distance avec la France, mais comme tu dis, il y avait quelques pages, quelques articles à droite à gauche, mais c'était pas du tout. Ça n'a pas pris, c'était pas du tout diffusé. D'ailleurs, ça a été diffusé en France. Beaucoup plus tard, vers 2009 justement, je pense que ça a été repris. Et c'est assez marrant ce que niveau-là. tu dis parce que tu dis que c'était pas destiné à être diffusé à l'international et même la saison 2. Et en fait, la saison 2 a été appropriée à l'international et c'est ça qui a fait C'est qu'après ça on qui a lancé poussé la série machine encore plus, bien sûr. vers une politique internationale Ouais. qui a, pour moi, fait décliner la série. Pour moi, la période Tennant est encore une grande période de la série. Et à partir du moment où la saison 6, la saison 5 aussi d'ailleurs, et à partir du moment où la saison 6, ils commencent à foutre tout aux États-Unis, et même tu regardes des bouquins qui sortent à ce moment-là, c'est tout aux États-Unis, et ils mettent un générique. Sur France 4, on a un générique au début où tu as Amy qui explique, qui fait un petit récapitulatif de c'est quoi le Docteur, mais on sait ce que c'est, on regarde la série quoi. Pour, fait des années, pour t'as pas remettre besoin de le dire, rapidement ce que tu es en train de, pour remettre rapidement dans le contexte ce que tu es en train de dire, Manu, c'est que à partir de donc la saison 5, BBC America a commencé à mettre de l'argent et tout simplement coproductrice de la série. Donc à la fois le budget a été gonflé considérablement, même s'il n'a pas toujours été bien utilisé, hein, ça après c'est une autre histoire. C'est souvent pour faire les trucs américains avec des effets spéciaux. Voilà, et surtout, le Docteur qui, quand il était sur Terre, tout du moins, était toujours en Angleterre, quasiment, part aux États-Unis et a des aventures américaines très, très classiques, du western. Pas pour dire qu'il est jamais allé aux États-Unis avant. Hein. Non, mais c'était moins ancré dans les épisodes. C'était vraiment sporadique et puis il y avait un contexte particulier. Là, en l'occurrence, il y va pour y aller. C'est juste pour avoir le fond. Ça devient très américain de ce Il y côté-là. a des trucs cool parce qu'ils nous font des cadres américains avec Voilà. même si... sur la Lune, des trucs comme ça. Mais... Même si on va remettre les choses aussi dans l'ordre, BBC America a amené des fonds. Ils ont transporté la série en partie aux États-Unis. Ça a beaucoup marché là-bas, mais ça reste encore très très anglais. Hein. Il y a pas de, on n'est pas sur un épisode de CSI toutes les semaines où il y a un mort. C'est pas le même style. Hein. Ça reste quand même un humour et une narration très très anglaise. Ça, c'est vraiment évident quand on regarde encore les épisodes de maintenant. De toute façon, l'épisode spécial des 50 ans d'hier, déjà représenté de base la reine d'Angleterre. Enfin, il y a toutes ces références par rapport à la culture anglaise que tu vois quotidiennement sur Doctor Who. Ça qui était hyper bien fait d'ailleurs, parce que le coup du docteur marié à la reine d'Angleterre, on le savait depuis Tennant, tu vois, il le glisse à un moment, et on découvre comment ça se fait tout ça dans le dernier épisode. Et là, ils ont vraiment bien joué la continuité, et ça a plutôt bien géré. Ouais, vas-y, non. Je me permets en fait, de revenir sur le succès de la saison 2 avec le boost de Doctor Who grâce à David Tennant. Je pense qu'une des particularités de la série qui a
qui a vraiment fait augmenter le trafic dessus et les commentaires positifs. Je pense que c'est la relation entre David Tennant et Bailey Pepper qui joue la compagnon du docteur, donc qui est Rose Tyler. Et je pense que c'est à partir de là où il y a eu un entrain supplémentaire sur cette série. Mais d'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, c'est que on a vu que en fait, c'est à partir de là que David Tennant est devenu le docteur pour tout le monde. C'était le docteur de tout le monde. Et Billie Piper était la compagne. Et ça a été la compagne peut-être la plus importante du docteur dans sa vie. Et enfin, il y a des, non mais, enfin, techniquement, il y a une version de lui qui vit avec maintenant. Et il y en a d'autres, mais c'est quand même ils ont voulu en faire le personnage le plus important, la compagne la plus importante. Clairement. Et donc à partir de là, la série a explosé. David Tennant, superstar. Son départ, mais en fin des End of Time, c'est le brisage de cœur absolu. On a tous pleuré quand il l'a dit I don't want to go. D'ailleurs, petite référence dans l'épisode anniversaire. Dans l'épisode anniversaire. Yeah. Et ça a enchaîné sur saison 5, 6, 7, où en fait on a changé de showrunner. Donc Russell T. Davies qui avait fait les 4 premières saisons, les épisodes spéciaux et Torchwood saison 1 à 3. Pas la 4, parce que la 4 c'est américain et c'est une catastrophe. Regardez Torchwood, hein, si vous regardez Doctor Who mais pas Torchwood, vous verrez qu'il y a... Je crois que c'est quand même Russell T. Davies qui a dirigé la saison 4. C'est lui qui l'a dirigé, mais il s'est fait prendre à l'américaine, quoi. Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ce qu'il y a de Russell T. Davies, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux et ça fait un épisode, quoi. Enfin, à peine. Ouais. Elle est un peu triste cette saison. Et d'ailleurs, elle viole totalement Jack Harkness sur la fin et le concept de son immortalité. Ouais, mais ça, il s'en fiche, ça lui déplaît pas. Ouais, non, mais... enfin, bon, bref, dans le personnage, c'est autre chose. Et du coup, on est passé sur un nouveau showrunner qui est Steven Moffat. Donc, Steven Moffat, c'est pas un inconnu de Doctor Who et de l'univers, des fans de séries télé. Steven Moffat, pour ceux qui regardent des séries télé à côté, il a fait une mini-série de Jekyll qui est pour moi la meilleure histoire sur Jekyll qui est la meilleure adaptation de Jekyll. Ouais. Et il a relancé Sherlock il y a pas longtemps. Après avoir pris les rênes du Doctor Who, il était pas non plus inconnu du Docteur parce que c'est quand même lui qui a écrit depuis 2005 très certainement les plus beaux épisodes de la série. Et très certainement aussi ceux qui ont amené un nombre de fans incommensurable sur cette série. Je pense que quand on parle à beaucoup de gens qui sont fans de Doctor Who maintenant, l'épisode qui les a vraiment marqués, c'est Blink, donc écrit par Moffat. On va pas non plus s'attarder dessus parce que ça va être trop long. The Girl in the Fireplace pour moi qui est aussi par Moffat. Ça fait partie de ces... Donc il s'est vraiment imposé comme le showrunner indispensable et en fait il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait pas d'autre choix vis-à-vis des fans et vis-à-vis même de la série à proprement dit. C'était lui ou personne d'autre pour prendre la suite Mais pour Moffat, même avant la reprise de la série, il était déjà un peu connu pour Doctor Who parce qu'il avait fait un épisode parodique qui aussi, oui c'est vrai, avec Ron Atkinson et Hugh Grant aussi qui était dedans. Une des grosses forces de Moffat en scénariste sur la période Russell T. Davies, c'est qu'il a créé des gimmicks qui sont restés tout le temps, quoi. Et dans le Are You My Mummy, son premier épisode, Are You My Mummy et le Dr. Dances, le Are You My Mummy, c'est sur des t-shirts maintenant, tu vois. Et c'est une des phrases symboliques de Doctor Who. Je me demande si c'est pas lui qui a introduit cet épisode, le Bananas Are Good, où il c'est lui. Qui est repris plus tard par Tennant et autres. D'ailleurs, dans The Girl of the Fireplace. Et le Wobby Wobblet Tammy Wimey, qui est un classique de chez classique maintenant, quoi. Ouais. Et du coup, un excellent scénariste sur ces 4 premières saisons, mais qui devient showrunner après. Et showrunner, c'est pas le même métier que scénariste. J'avoue que j'ai un problème. La saison 5 est très bonne. Après, chacun ses avis, bien sûr, mais nous, on est un peu déçus de... moi, le problème des 3 dernières saisons, selon moi, c'est que Russell T. Davies, il arrivait à créer une cohérence, à dire... parce que, en fait, la série, le showrunner en écrit une partie, il détermine le fil rouge, et le reste, il délègue à des scénaristes qui vont faire des histoires, des petites histoires séparées, qui intégreront des petites parties de fil rouge de temps en temps. Et ça, Davies, il arrivait à faire il réécrivait les scripts qu'on lui renvoyait. En fait, il les relisait, il les adaptait pour coller à l'esprit et pour créer une cohérence du tout. Ce que Moffat a un peu de mal à faire et il y a des problèmes dans les dernières saisons. J'ai un avis partagé, contrairement à vous, c'est dans le sens
pour moi, ce que fait Steven Moffat en tant que showrunner, jusqu'à la saison 6, pas la saison 7, Voilà, ouais. pour moi, ce qu'il fait, c'est du bon travail. Et les gens autour de moi également aiment ces types de scénarios présents et ces types de continuité. Mais c'est vrai que tu as la saison 7 qui gâche un peu tout, qui gâche un peu tout ce travail. Mais mon avis personnel est que tout le travail de Moffat en tant que showrunner, à partir de la saison 4 à la saison 6, était bon. Et contrairement à vous, j'ai vraiment adoré cette saison 4. Et particulièrement cette saison 5, effectivement, mais la fin également de la saison 4, où je crois que Moffat participe. Non, pas du tout. Bon, à partir de la saison 5 et tout le travail qu'il a fait. Et ce qui peut potentiellement gâcher une partie de la série, c'est aussi le fait que des gens comme Matt Smith, par exemple, n'attirent pas tous les publics. Et je pense que le travail qui est fait par Moffat derrière est bon, et le bon. Non, mais moi, pour revenir donc sur Moffat, je trouve, moi, je suis pas forcément très d'accord avec Manu, tu vois. Moi, je trouve que depuis qu'il est arrivé, il y a vraiment la série est beaucoup moins en dents de scie niveau qualitativement, tu vois. Tu pouvais avoir vraiment des épisodes vraiment pourris. Et maintenant qu'ils sont maintenant il y a moins d'épisodes excellents, mais aussi moins d'épisodes pourris, tu vois. Ouais, il y a aussi le côté production américaine, je pense, qui a enlevé un côté kitsch typiquement anglais, qui fait que les épisodes mauvais avaient un côté sympathique, qu'ils ont moins maintenant. Bon, du coup, allez sur Wooniverse pour le bilan de la saison 7, que les gars ont fait il y a 2 semaines. Le premier podcast de Wooniverse est entièrement consacré au bilan de la saison 7. Donc il va vous raconter ce qui s'est passé, ce qui globalement fait les enjeux de la saison. Qui ont mené à l'épisode des 50 ans. Donc pour résumer, l'épisode des 50 ans, il y a Clara Oswald, un personnage un peu mystérieux qui a été introduite en tant que nouvelle compagne courant de saison 7. Interprétée par Jenna Louise Coleman. C'est ça, la charmante Jenna Coleman que tous ceux qui regardaient l'épisode avec nous hier et qui ne connaissaient pas la série ont dit « Ah, il y a quand même Jenna Coleman ». C'était à peu près ça. Hein. Et son personnage est mystérieux parce que le docteur l'a rencontrée à plusieurs reprises et elle est morte à plusieurs reprises au cours de son histoire. Et il s'en rend compte, il envoie une partie en tant que Matt Smith en fait. Il la découvre en tant que Matt Smith. C'est la fille impossible. Mais voilà, on se rend compte qu'en fait elle a toujours été là. Et le dernier épisode, The Name of the Doctor, nous montre ce qui va amener à la perte du docteur, ce qui est censé amener à sa perte et comment Clara, en fait, et la Clara qu'il rencontre vraiment en 2013, du coup, je pense, c'est ça, devient celle qui va sauter dans la timeline du docteur pour aller le sauver à toutes les époques et du coup créer ce personnage mystérieux qui est en fait un écho d'elle-même. Voilà. Et ça nous amenait du coup au saut du docteur dans sa propre timeline également pour aller sauver Clara, qui nous introduisait un fameux docteur. On voyait toutes ses incarnations et là on voit un personnage mystérieux qui est lui, mais pas exactement le docteur, qui est John Hurt et qui nous a annoncé comme celui qui a commis l'irréparable. Voilà, exactement. Enfin, ça, on savait pas trop du coup. On savait juste que c'était celui qui avait brisé la promesse, selon les mots de Matt Smith. Et l'épisode se terminait avec John Hurt introduit comme le docteur, quoi. Donc, le truc très important pour les fans de Doctor Who à ce moment-là, c'est qu'il y a déjà eu 11 docteurs en comptant Matt Smith, qu'on les connaît tous, et que là, on nous dit qu'il y en a eu un qu'on n'a jamais vu. Donc, logiquement, c'est vite venu que c'était sûrement celui qui était entre le 8 et le 9 pendant la Time War, cette période qu'on n'a pas vue. Ouais. Et du coup, que le fait qu'il ait brisé la promesse, ça aurait été du coup le fait qu'il ait détruit Gallifrey et exterminé sa race. Espèce. Voilà. Ça mène à un mini-épisode qui a été diffusé sur Internet récemment, juste avant, enfin il y a 2 semaines, donc 2 semaines avant les 50 ans. Qui va en parler? Arnaud, peut-être? Je sais que tu l'as adoré, que tu as pleuré devant presque. Ah non, pas du tout. T'as pas pleuré devant? Non, mais t'as crié quand on a vu la fin de la première minute, comme tout le monde. Ouais. Bah, voilà. Moi, j'étais au boulot et j'ai crié. Mais ça t'arrive souvent, non? Non, c'était la pause midi. Oui, c'est pour ça que ça t'arrive souvent. C'était à 13h30. Ouais, donc en fait, c'est un mini-épisode qui fait un pont scénaristique en réalité immense, quoi. Ça dure à peine 1 minute et c'est, je sais pas, mais 6 ou 7 ans d'histoire résolue d'un coup. C'est en fait la résolution de la régénération entre le 8e et le 9e docteur.
En fait, le 8e Docteur ne s'est pas régénéré en David Eccleston, en Christopher Eccleston, pardon. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler David à chaque fois, mais en John Hurt, qui renie sa promesse, renie son nom de Docteur et devient le War Doctor. Mais par dépit, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'autre choix pour sauver sa planète que de la détruire. Et donc, il ne peut plus guérir les maux de l'univers, mais au contraire, il va devoir exterminer une planète, ce qui fait de lui ça reste le Docteur, mais il n'est pas considéré comme tel. Donc, c'est le pont qu'on avait, le chaînon manquant qu'on avait entre le 8e Docteur, qui est apparu très très peu de temps dans les téléfilms, et Christopher Eccleston, le 9e. Cette période où Gallifrey a été détruit, les Daleks ont été détruits par le Docteur, mais on ne savait ni par qui, ni comment. Et avec à peine une minute, c'est réglé. On comprend qu'en réalité, c'est cette incarnation-là. John Hurt devient le 13e Docteur, en fait. Dans le 9e. Oui. Enfin, le 13e acteur incarné le Docteur. Alors, chose importante dans la continuité de Doctor Who, c'est que, en théorie, les Time Lords sont censés avoir 12 régénérations. Ouais. Et du coup, après leur 13e incarnation, ils meurent. Sauf que là, on apprend que le 8e Docteur est mort et qu'il n'a pas eu le temps de se régénérer. Et c'est la fameuse Sisterhood de je ne sais plus quelle planète, je ne me rappelle jamais, qui a le pouvoir de ramener les gens à vie, qui l'a ramené et en fait, et qui lui a permis de déclencher sa régénération via une potion. Ce qui fait que sa régénération est un peu diffère des autres. Et on ne sait pas, le fait qu'il ait été ramené à la vie et qu'il était mort avant, on ne sait pas si ça va avoir un impact sur son nombre de régénérations plus tard. Ce qui est probable, puisqu'on se dit que Peter Capaldi, le prochain Docteur, ne va pas être forcément le dernier. Ça serait bizarre pour la série. Sachant que là, je viens de terminer Shada, l'ouvrage qui vient de sortir, qui est chez Milady, ouais, qui est quand même assez canonique dans la continuité de Doctor Who et tout. C'est considéré comme un truc assez important. Et ils expliquent bien dans le bouquin que la dernière incarnation du Docteur, sa dernière régénération, en fait, c'est sa retraite et qu'il peut partir sur une planète qu'il est déposé par les Time Lords et qu'il a plus de TARDIS, etc. Et qui, du coup, il se repose là jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Donc, Comme les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Alors. Un petit peu, voilà. Bonne comparaison. Est-ce que je ne vois absolument pas Peter Capaldi faire pendant une saison, le voir en train de manger des ananas, etc. Voilà. Et du coup, The Night of the Doctor, qui était un très bon épisode et que je vous conseille vraiment de regarder. Petite anecdote, tu vois, il a été diffusé le jour de l'anniversaire de Paul McGann, qui est le Docteur dans cet épisode. Quoi. Et d'ailleurs, personnellement, ça m'a beaucoup incité à revoir le téléfilm et à écouter, par exemple, ces livres audio, etc., que je trouve intéressant. Et donc, du coup, ce mini-épisode nous a mené à notre fameux épisode anniversaire. The Day of the Doctor. En fait, c'est tout quelque chose de Doctor pour les 3 derniers épisodes. Exactement. Et c'est un épisode qui devait ramener David Tennant. On ne savait pas comment. Billy Piper aussi, donc Rose. Voilà. On ne savait pas comment, même si le trailer montrait un petit peu du Bad Wolf quand même. Et on savait qu'il y avait du coup John Hurt et Matt Smith et Clara, et Jenna Cosman. Et d'ailleurs, le Night of the Doctor nous a fait demander s'il n'y en aurait pas d'autres, parce que, chose qui est à l'époque d'Internet un peu difficile, le secret a été relativement bien gardé quand même sur Paul McGann. Donc ça a donné toutes les attentes possibles pour l'épisode de 50 ans. Et d'ailleurs, c'est vrai. Oui. En partie. Bon, on fait une partie du coup sans spoiler au début. Donc oui, on va faire une partie sans spoiler comme on fait d'habitude sur Sci Fantasy au Comics Blog et après une partie avec spoiler. Ok. Donc là, on vous a spoilé le reste, mais vous êtes censé l'avoir vu, ou alors vous êtes censé le découvrir et savoir pourquoi The Day of the Doctor est important. Et puis, quand on n'aura plus rien à dire, on fera une partie spoiler. Parfait. Qui veut commencer ? Moi, je commence. Je donne mon avis général. Je fais quoi ? Ouais, vas-y, ouais. Tu veux que je fasse un petit résumé ? Alors, au début, comment ça commence ? Oui, Clara rejoint en gros le Docteur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre la fin de la saison 7 il y a une ellipse temporelle entre The Night et... Elle le rejoint dans son TARDIS et le TARDIS en fait est capturé par un hélicoptère et ramené à la Tour de Londres dans le quartier général de l'UNIT, donc
les gens qui travaillent sur les phénomènes paranormaux en Angleterre. Oui, en gros, c'est les Men in Black anglais. Hein. Voilà, c'est ceux qui surveillent l'univers et les relations extraterrestres et terriens. Et du coup, là, on lui En explique secret. qu'il y a eu un problème dans la galerie secrète de la reine Elisabeth Ier, où des tableaux ont été pétés et les personnages qui étaient peints dans les tableaux sont sortis des tableaux, ce qui explique que les tableaux sont cassés. Et voilà, donc du coup, il y a une enquête, une pseudo-enquête qui va commencer. Et là, on a tout de suite un espèce de truc très surprenant qui est un vortex temporel qui apparaît. Et une scène introductive où du coup, on revient dans l'histoire de David Tennant, donc en arrière. Et on a le premier contact entre Tennant et Matt Smith. Après avoir découvert les Zygons aussi, qui sont les pseudo-méchants de l'épisode. Non, c'est vrai. Et qui ont la capacité de changer d'apparence. Ce sont des métamorphes. Et oui, on les avait déjà vus, les Zygons, dans les épisodes classiques. Oui. Et comment on continue après? C'est sûr que sans dévoiler l'intrigue. Bon, du coup, il y a une menace. Bon, elle est d'origine Zygon. Et les trois docteurs, Tennant et John Hurt, se retrouvent ensemble par l'intervention d'un personnage du côté du docteur de John Hurt qui est Et d'un Fez. Et d'un Fez, oui. En fait, John Hurt est dans la partie avant ce qu'on est censé connaître, c'est-à-dire la destruction de Gallifrey. En gros, il se pose des questions. Et c'est un peu il est même à la veille, si ce n'est à quelques minutes de la destruction de Gallifrey quand on le retrouve. Et du coup, il y a une entité qui va lui permettre de rencontrer ses futurs lui et de voir ce que la décision qu'il va prendre a fait de lui. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer les deux autres docteurs. Le début de l'épisode est fait comme tel, c'est-à-dire qu'on a la situation des trois docteurs qui vont être les trois personnages principaux de l'épisode, jusqu'à ce que tout se croise. Donc Matt Smith, comme l'a expliqué Alexis, et donc avec Clara dans la galerie secrète de Unit, oui c'est ça. David Tennant, lui, est aux côtés d'Elisabeth Ier, donc le lien historique est déjà plus ou moins fait, jusqu'à ce qu'il y ait un lien plus concret un tout petit peu plus loin dans l'épisode. Et John Hurt, lui, en l'occurrence, est au bord du gouffre, hein, tout simplement. Il est en pleine time war. Et voilà, et en pleine time war, et à deux doigts de faire ce pourquoi il a été renié comme docteur. Voilà. Bon, ensuite, on va pas dévoiler l'intrigue, mais il se passe beaucoup de choses. Et à la fin, il y a un truc qui fait que la continuité va à peu près changer pour le reste de la série. Du coup, si on spoil pas, on peut peut-être essayer de parler des choses annexes, Ouais. par exemple comme les effets spéciaux, etc., la réalisation. Ouais, c'est ce qu'on va faire, je pense. D'accord. Vas-y, Manu, t'as le micro. Si tu veux commencer. Les effets spéciaux, je suis un peu partagé. Moi, quand les gars qui regardent pas Doctor Who regardaient en même temps que nous derrière, en étant très sages, c'est assez gentil. Ils se moquaient un peu de certains effets spéciaux et des Zygons aussi. Je pense qu'on les entendait pas, surtout. On les entendait pas quoi? Oh, ça devait troller, à mon avis, pendant tout l'épisode. Ah si, moi je les entendais très bien. Mais, non, ils ont été sages, mais il y a des trucs, c'est normal, quand tu connais pas Doctor Who, tu trolles quoi. Enfin, les Zygons, moi j'aurais pas connu, j'aurais trollé. Et oui, Arnaud, tu veux parler? Oui, on peut dire ça déjà, c'est parce que c'est pas du tout un spoiler, et puis avant de parler des effets spéciaux, c'est que c'est un épisode qui est extrêmement fanservice, et que si on n'a pas un tout petit peu de continuité, qu'on a essayé vaguement de vous expliquer sans évoquer tous les détails, mais si vous n'avez pas du tout de continuité, ne serait-ce que sur les 3 ou 4 dernières années du Docteur, C'est même pas la peine. ça va être très très compliqué. Vous pouvez regarder l'épisode, hein, mais je suis pas sûr que vous compreniez tout. Pour tout vous dire, même nous, on n'est pas tous sûrs, on n'est pas d'accord sur tout. On a tous des avis et surtout des idées sur la suite un petit peu différentes. Mais c'est clairement c'est un épisode des 50 ans, mais c'est pas un épisode de vitrine. C'est un épisode historique dans tous les sens du terme. Ouais, et surtout, il touche vraiment à la mythologie du Docteur. Et enfin, c'est vraiment oui, assez complexe à ce c'est niveau-là. pas compliqué. Hein. Pour moi, c'est 50 ans d'histoire qui sont réécrites sur la fin de l'épisode, ouais, c'est sûr. Et, Il y a clairement dans cet épisode un amas de fanservice durant
les 1h30 1h10. 1h15, ouais. 1h15 de film. Il y a vraiment, c'est du fanservice au possible. T'en as tout le temps. Et c'est ça qui peut être aussi déroutant pour les nouveaux arrivants. Parce que nous, ce qui se passait, c'est que nous, on rigolait devant certaines références, on était fous devant, on criait, et les autres ne comprenaient pas concrètement. Et c'est là où il y avait un mur. Et oui, un truc que je disais tout à l'heure, c'est que l'épisode est principalement concentré sur le docteur. Et Clara, en l'occurrence, elle a un petit rôle. Les personnages secondaires ont vraiment des rôles assez insignifiants par rapport à l'histoire au final. Et là, c'est fanservice, parce que déjà, il ramène Tennant, c'est fanservice. Il y a John Hurt, c'est quand même assez fanservice. Et ils nous montrent les trois ensemble. Il y a d'autres trucs en plus. Et il y a d'autres trucs. Et oui, d'ailleurs pour moi il y a trop de fanservice. Enfin, c'est trop tourné fanservice dans cet épisode. C'est normal parce que c'est 50 ans, mais il y a pas d'enjeu derrière. Ça on va peut-être débattre après, non, les gars? Oui, ça c'est pour plus tard. Après, moi j'ai trouvé que cet amas de fanservice, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et justement, pour un épisode spécial des 50 ans, c'était obligatoire à mon avis de mettre toutes les références possibles. En essayant, bien sûr, ils avaient tous prévenu en plus, tous les acteurs ont dit les fans vont adorer, machin. Ça, c'est vrai que c'est. Enfin, toutes les 5 minutes, t'as une référence à tel épisode, machin, tout ça. On a eu tout ce qu'on voulait en fait concrètement. Donc pour revenir aux effets spéciaux. Ouais, si vous voulez, aux effets spéciaux. Je voulais parler des acteurs secondaires, parce que t'en as parlé. Les effets spéciaux, du coup, parce que j'ai changé le sujet au final. Mais commençons par les effets spéciaux. Oui, c'est sûr que du coup, il y a plus de budget que d'habitude. Ça se voit pas sur tout, mais ça se voit sur la scène de Gallifrey avec. C'est impressionnant sur la scène de Gallifrey. Ouais, ça se voit au début, probablement au début. Ouais. Au début, ils ont mis la 3D pour la projection ciné et ils se sont dit, tiens, on va tout foutre dans le tableau quand ils rentrent sur Gallifrey et tout. C'est hyper mortel. Ça devait donner bien en 3D au ciné. Ouais, elle est au début, ouais. Enfin, quand on voit la bataille entre Gallifrey et les Daleks, oui, on a rarement vu ça. J'ai jamais vu ça, je pense, dans Doctor Who. Et même d'ailleurs, nos potes qui regardaient avec nous et qui n'étaient pas fans et qui critiquaient souvent Doctor Who pour les effets spéciaux, ça, on dit, ouais, c'est hallucinant, quoi. Enfin, c'est vraiment très bien fait, quoi. Après, il y a la deuxième partie du film où, en termes d'effets spéciaux, tu voyais plus le fond vert, il y en avait moins. Enfin, c'était quand même moins travaillé, je trouve, pour la deuxième partie du film. Moi, je suis un peu déçu au niveau des effets spéciaux parce que on a quand même été privé de pas mal de trucs pendant toute la saison 7 sous prétexte que justement une bonne partie du budget était partie dans ce dernier épisode. Ouais, c'est pas toujours génial. Hein. C'est pas ouf, mais parce que sincèrement, ils se sont retenus, je pense. Ouais, l'effet 3D du tableau, ouais, ok, très bien. Non, c'était bien fait, ouais, mais après. Non, mais par contre, la scène de combat. Mis à part la dernière scène, il n'y a rien non plus d'épique, comme parfois on a pu avoir avec beaucoup moins de budget. C'est ce que je te disais, ça manque d'enjeu et du coup, l'épique, ça en fait partie. C'est clairement. Il y a un truc dans cet épisode, c'est que le contexte est cool, que le début et la fin sont mortels, mais qu'au milieu, il faut une histoire qui a un peu de punch, quoi. C'est punch, mais c'est pas épique. En poursuivant dans la forme, on enchaîne avec la réalisation, peut-être ? Ouais, vas-y. Moi, j'ai trouvé ça vraiment mortel, assez surprenant. Ça fait vraiment pas épisode de série télé, là, ça faisait vraiment, je trouve, film. Je suis totalement d'accord avec toi. Au niveau de la réalisation des 1h15 de film, tu sentais vraiment beaucoup de travail, mais en même temps, ça gardait l'esprit Doctor Who qui fait l'essence de la série. Ouais. Parce qu'ils ont une façon de mettre en scène qui est propre à la série Doctor Who et qui est caractéristique. Mais par exemple, la scène, ce qui m'a marqué, vraiment, c'est rien que la scène d'intro où Clara est en moto pour rejoindre le docteur. Il y avait des plans qui étaient vraiment qui changeaient vraiment d'habitude, genre le petit plan dérapage sur la roue, machin et tout. Enfin, c'était plus découpé, mieux cadré. J'ai trouvé que. Ouais, quand on a vu l'espèce de moto de l'espace sur Akaten, là, oui, c'est sûr que c'est pas la même. Mais ouais, moi, c'est pas la réalisation au global que j'ai trouvé ouf, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont réalisées. Tu vois qu'il y a certaines scènes qu'ils ont pensé pour être réalisées d'une telle façon et qu'ils ont fait exprès de le faire. Et il y a des scènes où il y a les trois docteurs, où t'as Matt Smith qui fait son discours à la fin qui est hyper bien tourné, quoi. C'est hyper beau, t'as à la fois le côté fun et l'humour de les avoir ensemble, et il y a vraiment une tension dramatique entre les différents personnages et une tension dans le jeu et dans les dialogues qui ressort vraiment, je trouve.
Et c'est pas le cas sur toutes les scènes. T'as des scènes assez classiques qui méritent pas forcément une réelle de ouf. Hein. C'est pas. Oui, non, bien sûr. Tu regardes pas justement des grosses séries, Bien sûr. séries comme Sherlock ou Luther ou qui sont pas forcément des grosses séries, mais qui sont assez dark. C'est pas l'idée, quoi. Il y a des séries, il y a des scènes. Après, il y a des scènes en elles-mêmes, elles sont mortelles plus dans le sujet que dans la réelle, quoi. Oui. La scène quand ils se rencontrent avec les 2 tournevis ou enfin des trucs comme ça, quoi. Les gars, vous voulez faire un point sur la réal aussi? J'avais juste l'impression, tu sais, qu'ils utilisaient de plus en plus d'images, tu sais, au niveau de la réalisation, tu vois, genre quand je peux pas spoiler, c'est compliqué, mais bon, le coup de la vitre, tu vois, pour montrer que la vitre a été cassée, ils montrent la vitre. Il y a aussi des scènes comme ça à la fin qui sont pas réellement passées, mais qui ont été mis en, tu vois, vers la fin, tu sais, quand il y a plein de persos là. Et, tu vois, ça, c'est pas vraiment réel. C'est comme Une ça, sorte mais de c'est pour mise en montrer- mouvement en 3D des images qui sont prises. Ouais. Mhm. Mais on va pas spoiler du coup. Non. non. Moi personnellement, au niveau de la réalisation, on ressent encore et toujours le côté anglais, quoi. C'est-à-dire que quand les Américains font des épisodes d'anniversaire pour leur série qui marchent très bien, je pense à celui de, j'en reviens, mais CSI par exemple, qui a été fait par Tarantino. Il y a eu un budget monstre dessus. Ça a fait je sais pas combien de millions de téléspectateurs. Et en termes de réel, par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est en dessous, hein. Très très nettement. Il y a une sensibilité particulière sur les séries anglaises, mais ça c'est pas forcément pour l'épisode d'hier, c'est assez global. Il y a une sensibilité au niveau de la réalisation, c'est toujours très léché, rien n'est brusqué dans une série anglaise. Et là hier, c'était quelque chose c'était très doux. La narration voulait ça aussi, mais la réalisation était vraiment très 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 fluide. Il n'y avait pas de saccade dans l'action, tout était très très clair et c'est super appréciable, tout simplement. Mais de toute façon, en tant que fan de série, moi je trouve que la réalisation anglaise est largement supérieure à la Ah oui, réalisation américaine. Ils ont des trucs genre. On est d'accord, on a déjà enfin, parlé ensemble, vois, mais tu vois un mec assis sur un banc dans une série américaine, il est assis sur le banc et il est au milieu du banc, quoi. Tu vois un mec assis sur un banc dans une série anglaise, si tu vois un parc avec un petit étang derrière, en bas à droite t'as un banc et t'as un mec qui est assis n'importe où sur le banc, et c'est ça. Et c'est la façon d'appréhender le personnage au milieu de sa scène. L'arrivée du TARDIS d'ailleurs dans la cour de la Tour de Londres est représentative de ça, hein. C'est pas du tout un spoil, c'est vraiment au début de l'épisode. C'est d'ailleurs juste après la scène de l'arrivée de Clara dans le TARDIS en moto. L'arrivée du TARDIS dans la cour, la scène est remplie, c'est-à-dire que c'est pas juste cette grosse boîte bleue qui est posée par un hélicoptère. Non, c'est une grosse boîte bleue posée dans une cour où on a vu l'entièreté de Londres en vue aérienne juste avant. C'est extrêmement fluide et puis c'est bourré de détails, c'est-à-dire que chaque acteur, chaque second rôle et chaque figurant a un rôle derrière très précis et ça se sent. C'est là-dessus au niveau de la réalisation et de la mise en scène, c'est toujours voilà, c'est anglais et c'est toujours super bien calibré, c'est très très chouette. Ce que m'a rappelé cette scène-là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est au dernier JO. La scène James Bond. Oui, tout à fait, c'est vrai. Où justement, il récupère la reine et après, tu as le transport en hélicoptère et on suit l'hélicoptère au-dessus de Londres. En fait, c'est Londres le sujet et tu as l'événement qui arrive au milieu. Et ils ont fait ça, quoi. On suit le TARDIS au-dessus de Londres en hélicoptère et puis voilà, il le dépose. Et la scène m'a rappelé vachement ça. Parce que la série, c'est aussi Londres et c'est l'Angleterre dans toute sa splendeur, donc fallait le montrer au moins, parce qu'on le voit plus après, hein, c'est fini. Une fois qu'il rentre dans le unit et dans la galerie secrète, Londres, terminé, on va voir ailleurs. Donc il fallait le montrer et c'est super bien fait dès le départ. Et du coup, Alexis, vous voulez rebondir sur les personnages secondaires, du coup. Exactement. En fait, on nous a bien vendu le retour de Billy Piper en mode vous allez voir. En plus, le jour où ils nous l'ont annoncé, le retour de David Tennant et Billy Piper, c'était le même jour. Ils nous ont posté une photo d'eux tous les deux. Genre we're back, machin et tout, genre trop content. On s'est dit ok, ça va être le duo Tennant et Rose qui reviennent. Et en fait, bon, c'est un peu spoiler. Ouais, c'est un peu spoiler, ouais. Bon, on le dit quand même, non.
Non, mais disons que c'est pas vraiment ça et que son rôle est très décevant, quoi. Ouais, Enfin- en fait, tous les personnages secondaires, quand on voit Tennant, quand il part dans The End of the Doctor, aller voir tous ses anciens compagnons, ça, c'est des vraies apparitions, quoi. Ouais. Des apparitions significatives. Là, c'est vraiment, ils ont pris un personnage de la série, ça aurait pu prendre n'importe lequel, quoi. Oui, bien sûr. Et Là, c'est vraiment pour. c'est du fan service. Oui, c'est ça, oui. Là, c'est du. Mais là, c'est vraiment fan service, même pas vraiment utile, quoi, je trouve. Enfin, c'est. Sans spoiler, c'est vrai que c'est vraiment un point qui m'a déçu moi dans cet épisode. On s'attendait tous à un retour de Bailey Pepper, de David, enfin d'une relation qui a existé auparavant. On s'attendait tous à ça et au final le rôle de Bailey Pepper dans le film n'est pas utile au déroulement de Bien sûr. l'épisode du début à la fin. C'est ça. Clara était quand même convaincante, moi j'ai trouvé. Enfin, son rôle aussi est petit, tout ça, mais bon, elle est belle, quoi, donc elle fait son rôle. Moi, l'importance de Clara, j'ai vu juste au début où on voit qu'elle a une nouvelle vie et qu'elle n'a plus la même relation avec le docteur. Et Si, dans le scénario, elle a un après, truc, ouais, dans le reste, elle a un rôle, mais elle a un petit rôle, ça quand aurait même. pu être n'importe qui d'autre aussi, tu vois. Vite fait, Après, il ouais. y a un petit clin d'œil à un autre personnage via le rôle de Clara, justement, et j'ai trouvé ça cool. Et puis il y a la directrice de l'unit, Oui. là, Qu'on a déjà vu. la fille du brigadier. Qu'on voit, mais pareil, qui n'a pas un rôle extraordinaire, et qui joue mal, dit Arnaud. Qui c'est qui a reçu un. Ouais, mais non, parce que c'est un spoiler. On a reçu un SMS par la soirée qui l'a comparé à Nadine Morano. C'est moi. J'ai un pote qui m'a dit que c'était une Nadine Morano extraterrestre. C'est vrai, un petit peu ça. Et puis c'est, enfin, ouais, moi j'y reviens, mais c'est quand même la seule là-dedans dans l'eau qui joue pas bien, quoi. Elle est. Moi, je trouve qu'elle joue mieux que la gamine là, qui a son inhalateur. Ah là. oui, à la limite, oui. Tu vois, elle, je trouve D'accord, que c'est ça, vraiment le mais, point inutile. mais elle de... a un très beau clin d'œil, donc à la limite ça passe. Elle Oui. a une Elle a- belle oui. écharpe, très significative pour la série. Mais oui, non, la directrice, moi je trouve que, enfin, c'est un peu le problème des vilains qui sont prétexte pour un épisode comme ça, c'est que les acteurs qui sont utilisés surjouent toujours un petit peu le rôle, parce qu'ils ont toujours des rôles où ils sont gentils d'un côté, méchants de l'autre, etc. Et donc, vouloir combler ce gap, souvent les acteurs surjouent un peu tout ça, et elle, c'était le cas, et c'était pas génial. Enfin, ça dénotait surtout avec la prestation des trois docteurs, hein, qui était juste magistrale, quoi. C'est vrai. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Il reste ici, Elisabeth Ier qu'on voit rapidement, qui est pas... on s'en fout, quoi. Moi, perso, Elisabeth Ier, je trouvais que c'était la moins bonne actrice dans l'eau. Bien moins bonne que la fille du brigadier, justement. Oui. Enfin bon, bah. Qui veut nous faire. On fait un petit générique spoiler il va falloir que vous vous improvisiez, donc ça va être Arnaud. C'est pas de l'improvisation. Spoiler! Ok, bah vas-y. So dumb, so awesome. Yeah. Alors, spoilons. Qu'est-ce qu'on. À la fin, il meurt. Non, ça, c'est pas vrai. Par contre, on commence. Ouais, parlons de l'intrigue. Alors, parlons de l'intrigue. En réalité, les vilains prétextes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les Zygons, qui sont des métamorphes, qui sont une menace latente pour la Terre. C'est-à-dire qu'ils sont débarqués sur Terre depuis un petit moment, depuis d'ailleurs la période d'Élisabeth Ier, Voilà. puisque Élisabeth Ier est une Zygon. En fait, il se cryogénise dans des tableaux, en fait. Oui, alors au début c'est son cheval, c'est vrai. C'est la scène d'introduction de David Tennant, d'ailleurs dans l'épisode, C'est pas mal. où il sort du Tardis à cheval. C'est épique, c'est magnifique. Il sort avec la reine Élisabeth Ier et il lui fait un joli speech en lui disant que c'est pas la vraie. La vraie, il la connaît, et il connaît très bien ses réactions. Il en est éperdument amoureux, hein, c'est assez clair. Et il lui explique que c'est une Zygon. C'est un monstre en latex rouge, ça ressemble vaguement à une grosse écrevisse avec des ventouses, un nez pointu sur le haut du crâne. Certains hier soir ont fait une autre référence, mais nous ne la dirons Voilà, pas. mais moi je fais des références assez sages pour le podcast tout de même. Mais je pense que ceux qui ont compris l'humour graveleux auront compris à quoi référence. ressemblent les Zygons, qui en plus ont le bout de la langue empoisonné. Exactement. Ces bestioles-là sont cryogénisées et ressortent à un Ouais, moment c'est fatidique
pour envahir une bonne à fois travers, à travers des tableaux, à travers des tableaux. ce qui n'est pas con en fait. Toujours les mêmes tableaux. Si, ça. Peut-être que la Joconde est une extraterrestre. Peut-être. C'est possible. Et en fait, et ça, du coup, c'était le gros teaser qu'il nous avait dit depuis que Matt Smith nous avait dit, genre oui, il y aura une grosse histoire avec des tableaux et tout. Et du coup, tout le monde avait ressorti sur le net il y a plein en fait de références à des tableaux dans les saisons de Moffat. Où il y a Van Gogh, il y a un moment où le docteur il est peint à moitié à poil là, dans un tableau et tout, etc. Enfin, il y a pas mal de références à ça, donc voilà, c'était un petit peu le. Il nous avait déjà fait le coup avec des statues, maintenant il nous fait le coup avec des tableaux, le salaud. Ouais. Et du coup, suite à cette invasion des Zygons, il y a un parallèle de nouveau qui est fait avec Il y la. a un parallèle Time War. qui est fait ensuite avec John Hurt, qui est sur le point d'actionner une machine extrêmement destructrice qui vient de Gallifrey pour anéantir à la fois la planète et les Daleks qui sont en pleine guerre avec les Time Lords. John Hurt arrive dans une petite cabane qui n'est pas vide. Outre le fait d'avoir une arme, dans cette cabane, il y a également Billie Piper, donc Rose Tyler, ou pas. En réalité, En fait, elle explique quelle est la conscience de l'arme et Elle est la qu'elle conscience de l'arme. prend une apparence connue du docteur. sauf que là, elle dit sauf que je me suis peut-être trompé, c'est Voilà. peut-être une apparence que vous connaîtrez plus tard, etc. Elle représente l'interface de l'arme qui va être servir à utilisée. la destruction, ouais, tout à fait. C'est l'interface qui se matérialise donc en Billie Piper, qui est qui est Rose Tyler, donc l'ancienne compagnon du docteur. Et justement, à ce moment-là, tu as une explication assez rigolote sur ça. Et concrètement, en gros, la machine connaît le futur du docteur et a appris. Oui. Mais concrètement, voilà, ce que je voulais dire, c'était une interface. Merci. Et donc en réalité, cette interface s'appelle également le Bad Wolf, hein, donc une référence au début À la fin de la saison 1 à la fin de la saison 1, oui, de Russell T Davies, donc à la fin de saison 1 de 2006. Alors, en parlant pour ce personnage-là, moi je trouve que c'est on l'a dit tout à l'heure, l'actrice en soi, ça aurait pu être une autre, c'était pas bien gênant, mais le personnage en soi sert strictement à rien. Et en plus de ça, il est en dehors de la continuité et de sa caractérisation originelle. C'est-à-dire que le Bad Wolf, là, dans cet épisode-là, se présente plus comme la conscience du docteur, puisqu'il va lui faire des choses assez belles. Non, c'est pas ça, nous dit Manu. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il se représente en Billie Piper, qui est un personnage important pour le docteur dans le futur, mais il s'en rend pas compte. Et en fait, il distingue mal l'identité qu'il est censé avoir, puisqu'elle était à la fois le Bad Wolf et Rose. Et du coup, il dit sur le serveur, il fait en même temps, j'ai un peu l'impression que je suis le Bad Wolf. Tu vois. D'accord. Mais en fait, c'est pas le Bad Wolf qui est la conscience. J'avais Il se plus matérialise dans compris le Bad ça Wolf. comme ça, moi, tu vois. Mais à mon avis, le seul truc pourquoi elle a été mise comme ça, c'est que ça permettait de mettre des yeux de Bad Wolf dans le teaser et de faire demander à tout le C'est monde vrai, pourquoi il y a ouais. le Bad Wolf. Pourquoi, Alors qu'en pourquoi fait, le Bad Wolf il n'y a revient pas de Bad Wolf. Pas du Et ça tout. sert non. à rien. Non, en effet. Et je trouve que le gros problème de ce personnage, c'est que au bout d'un moment, on comprend que seul John Hurt peut l'avoir. Ouais. Et que du coup, on sait que David Tennant et Matt Smith n'auront aucune relation avec elle. Ils se parlent jamais de l'épisode. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu de regard, il n'y a rien. Et du coup, on se dit que l'intérêt de faire revenir Billie Piper avec David Tennant, justement, et là, il est Oui, complètement là cassé. l'intérêt Quoi. était quasi nul, Ouais. parce que c'était quand même ceux avec qui. Bah oui, moi Enfin, j'ai. elle a eu la plus belle relation avec Ouais. avec ce mec-là. Et là, oui, ça servait strictement à rien. Ah bon, après, elle a quand même La fan service, ouais. de belles scènes avec John Hurt. Et ça reste assez sympa. Mais le personnage en soi, à la fois, on va pas la critiquer, mais ça a jamais été une super grande actrice, cette fille-là. Elle est chanteuse de base, déjà. Déjà, c'est une idole Donc, bon, anglaise, blonde et assez Pulpeuse de lèvres. pulpeuse, voilà. C'est vrai. Disons ça comme ça. Mais ça n'a jamais été une très très grande actrice, donc on n'allait pas non plus lui confier un rôle Bien sûr. extrême, alors qu'il y en a déjà eu pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On va là-dessus enchaîner avec toujours l'histoire. Non, Manu, Du coup, en fait, vu que vous avez parlé de la menace tout à l'heure, en fait, il
il y a 2 enjeux dans l'épisode. Il y a cette menace des Zygons qu'il va falloir à un moment arrêter, quoi. C'est la partie un peu chiante de l'épisode. Il y a des trucs marrants. Qui passe d'ailleurs rapidement à la trappe. Enfin, à la Ouais, on sait pas d'ailleurs comment ça se termine. En fait, c'est totalement secondaire ce truc-là. C'est mis Ouais. au centre et pourtant c'est secondaire. En fait, c'est le prétexte à introduire la guerre du temps, puisqu'ils C'est ça. sont dans un tableau où il y a la guerre du temps. Et à côté de ça, t'as l'enjeu du truc, c'est de savoir si le fait de voir ses futurs lui va faire que John Hurt va ne pas Ne pas détruire Gallifrey. ne pas détruire Gallifrey. Ou est-ce que ça va faire ou est-ce que ça va créer une boucle et ça va entraîner le fait qu'il va le faire. Ouais. Donc en gros, c'est soit on change toute la continuité de Doctor Who, Ouais. soit on a Enfin, un la continuité épisode- des 10 dernières années, quoi. c'est ça. En gros. Soit on a un épisode qui sert juste à faire ce qu'on sait déjà. Et du coup, qui a pas d'intérêt au final. C'est juste, à part nous montrer le truc, il n'y a pas d'enjeu. Puisque ça nous montre juste comment ça s'est passé. Mm. Et c'est là que moi, je suis pas d'accord avec le wiki et que j'ai sûrement tort par rapport à la vision des scénaristes. Mais pas par rapport à la forme, je pense. C'est là que la fin devient ambiguë, selon moi. Et que ça fait que l'épisode, moi je l'ai ressenti comme un non-événement quasiment. Pas non-événement dans le sens où c'est quand même un putain d'événement, mais dans le sens où si c'est pour nous dire, en fait, à la fin de l'épisode, tu vas faire ce que tu as toujours fait et Alors, c'est juste que tu savais pas que tu l'avais fait. Parlons de l'événement Voilà. justement à proprement dit. Est-ce que tu peux nous dire exactement les tenants et aboutissants de la fin de l'épisode, ce qui se passe concrètement? Parce que tu nous parles d'événement, mais c'est quoi cet événement, Manu? Alors en fait, le docteur est face à un choix impossible quand il est sur Gallifrey. Il n'a pas le choix, il a aucun autre choix que de détruire Gallifrey. Voilà, c'est Et son d'arrêter la ultime guerre. recours. Il a pensé à toutes les possibilités et la seule qu'il ait trouvée de viable, c'est la pire, c'est de détruire sa planète. Et donc de détruire toute sa race et toutes les personnes habitant dessus. Attention, Alexis, est-ce que tu insistes pour prendre la parole? Mais si tu prends ce que je vais dire, je vais te casser avec. Non, je pense pas. Non, mais juste à ce moment-là, il y a John Hurt, du coup, quand il est en discussion avec Matt Smith et David Tennant sur l'acte qu'il va faire. Là, on a un point que je trouve assez intéressant sur leur. Sur le fait qu'il se souvienne ou pas ou des Ouais, trucs comme ça. sur genre David Tennant, c'est le docteur qui regrette et Matt Smith, c'est le docteur qui oublie, quoi. Enfin, qui veut. Ça. Et c'est là où on Parce voit. qu'en fait, le truc qu'il veut savoir, c'est si un jour il a compté le nombre de morts qu'il allait entraîner. Le nombre d'enfants, oui. Le nombre d'enfants, Et le personnage de 2,47 milliards. Matt Smith ne s'en souvient pas et David Tennant s'en souvient. Ce qui, Non, Non, mais- Matt Smith, non. David Tennant a déjà compté. Matt Smith connaît le nombre, mais il veut l'oublier. Il explique clairement, c'est ce que vient de dire Alexis, c'est que David Tennant est le docteur qui quoi déjà non, David Tennant. David Tennant C'est- qui regrette, voilà, et Matt Smith le docteur qui oublie. Alors qu'avec les scènes, t'es celui qui assumait, je pense. Alors, en fait, on ne sait pas. Il était peut-être un petit peu énervé contre lui-même ou contre les Daleks, on ne sait pas trop. Et Eccleston, de toute façon, a toujours eu une personnalité en tant que docteur très froide, très très sombre. Déjà, ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire qui coupait très clairement avec déjà les anciens, puis en plus ceux C'était le docteur traumatisé. ceux quoi. qu'on a vus derrière. Oui, c'est peut-être plus le docteur traumatisé, le pauvre, le lâche aussi. Oui, peut-être. Et enfin, moi je sais pas avec Matt Smith. Du coup, j'ai l'impression que ils peuvent un peu se servir des régénérations, en plus des légers changements de personnalité, comme le fait de essayer d'occulter certains souvenirs. Quoi. Ils pourraient l'expliquer comme ça, non, enfin pas forcément comme le fait de se faire oublier lui-même. Je sais pas, on va voir. Du coup, je voulais dire un truc tout à l'heure quand tu m'as coupé, et maintenant je sais plus ce que c'est. Donc, Ah oui. Du coup, là. Ils sont face au choix Du coup, impossible. le truc, c'est qu'à un moment, on nous montre que le screwdriver, le tournevis sonique qu'utilise John Hurt est le même que celui qu'utilise Matt Smith dans le futur, sauf qu'il a 400 ans de plus, il s'est régénéré aussi, et David Tennant aussi. Même si que la du coque coup- change, l'interface reste la même, Voilà. donc c'est le même outil. En gros, réalité. c'est une grosse métaphore que tu vois venir la première fois qu'elle est mise. Un petit peu. Et du coup, un calcul que le tournevis de John Hurt a lancé dans le passé, même s'il met 400 ans à arriver, et ben celui de Matt Smith l'aura. Et oui, exactement. Ça permet de résoudre des choses facilement. Et d'un seul coup, Matt Smith, au moment fatidique, se rend compte que lui aussi est un peu un personnage qui a le même, qui a changé, mais qui a le même système d'information le même système d'exploitation que John Hurt. Ouais. Lui aussi, il a réfléchi en fait pendant 400 ans à comment il aurait pu éviter ce qu'il a fait, et il décide de les mettre en application et de profiter du fait qu'ils sont 3 docteurs. Ce qui amène sur un truc beaucoup plus énorme. Plus de puissance.
Ce qui amène un autre truc beaucoup plus énorme, c'est qu'en fait, ils sont pas 3 docteurs et qu'il y a une sorte d'appel à travers le continuum espace-temps qui appelle toutes les incarnations du docteur pour venir bouillant. Donc techniquement, on va essayer de faire ça assez simplement pour pas trop s'embrouiller parce que je suis même pas sûr d'avoir tout compris. Je suis pas scientifique. Je vais Je t'aider. suis pas docteur. Donc concrètement, les docteurs réunis montent tous dans leur TARDIS, se mettent autour de Gallifrey et vont enfermer Gallifrey dans une poche temporelle Et la faire disparaître. Ainsi, et les mettre dans bombardiers. un sorte de tableau, comme on a vu. Voilà, c'est toujours ce fil rouge avec les tableaux et le temps qui est bloqué dans ces tableaux. Et ainsi, les bombardiers Daleks qui bombardaient la planète vont se bombarder entre eux et se détruire. Uniquement les Daleks. Voilà, et Gallifrey aura aussi disparu. Et du coup, pour toute la galaxie, il n'y aura pas de changement parce que la galaxie pense que les deux sont détruits. L'histoire est réécrite assez différemment. Gallifrey disparaît comme elle doit disparaître de toute façon, mais ses habitants, eux, ne périssent pas. Et donc il n'y a pas les 2 milliards de morts en France. Voilà, c'est ce qui était la plus grosse cicatrice du Docteur, le fait d'avoir tué sa propre race. Parce que d'ailleurs, on voit des petits enfants Time Lord jouer dans la cour d'école. On peut peut-être en reparler, mais il a quand même moins de remords à tuer les Daleks qu'à détruire sa planète. Alors qu'il détruit quand même une race à proprement dit, même si c'est une race extraterrestre qui veut asservir l'univers. Il a pas beaucoup de remords à le faire. Alors, oui, non, c'est sûr. En soi, ce qui paraît logique, c'est des Daleks, on passe toujours sa famille avant les autres, mais moi j'ai un petit problème de continuité avec cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on savait déjà que la résolution du problème, c'est qu'il avait enfermé la guerre du temps en elle-même. Le combat des Daleks contre les Time Lords, il l'avait enfermé, il l'avait time-locké. Et il l'avait enfermé dans une espèce de bulle qui faisait qu'elle avait plus d'impact sur le reste du temps et de l'univers. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait disparaître Gallifrey, et du coup, les Daleks se tirent dessus, ils sont tous s'autodétruire. C'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas là, hein, et même ceux qui étaient à travers le temps. C'est pas logique, quoi. Là, l'idée, c'est de faire disparaître Gallifrey et que tous les Daleks se tirent dessus parce qu'ils tiraient sur la planète. Mais déjà, ça assure pas la destruction totale des Daleks. Et ça assure pas qu'il n'y avait pas d'autres Daleks ailleurs. Et en fait, ça met pas fin à la guerre du temps parce qu'il y a toujours les Daleks qui sont là et qui sont vénères, quoi. Bah si, ça met fin à la guerre du temps, il n'y a plus Gallifrey. Il n'y a plus Gallifrey, mais il y a toujours les Daleks. Et les Daleks sont Gallifrey, mec, c'est la catastrophe. Oui, mais les Daleks, de toute façon, le Docteur continue quasiment toute sa vie à les combattre. Il sait pertinemment que c'est pas les derniers. Et lui, en fait, ce qui compte pour lui, c'est juste sauver sa planète. Les Daleks, il sait pertinemment, c'est son histoire, c'est ses ennemis, c'est ce qu'il a appris en 400 ans, c'est que les Daleks, de toute façon, reviendront. Voilà. Sauf que ce qu'il a fait, c'est que son ultime acte, c'est le fait d'avoir fait disparaître toute sa planète et tous les autres Time Lords. C'est ça principalement qu'il voulait réécrire. Le fait qu'il reste des Daleks, je pense que il gère, à la limite, il gérera l'histoire plus tard. Je vais d'abord sauver mes copains, et après les méchants, ils vont se détruire entre eux. Je sais qu'il en restera, mais de toute façon, toute ma vie, je les ai combattus, parce que combien on a eu d'épisodes avec les Daleks depuis la création de Doctor Who? Il y en a eu énormément. Donc et même depuis 2005, où Russell T Davies a expliqué que la guerre entre les Daleks et les Time Lords était finie, et les Daleks étaient détruits, alors qu'ils sont revenus après. C'est pas un souci. Quand ils sont revenus, c'était soit un qui s'était craché à travers... Oui, non, mais l'asile des Daleks, déjà, il me pose des problèmes de continuité aussi, tu vois. Mais tout te pose des problèmes de continuité. Mais c'est pareil, ceux qui ont survécu, c'est qu'ils s'étaient enfermés dans une bulle temporelle, ceux qui se sont crachés par hasard. Mais là, dans la nouvelle continuité, l'idée, en fait, de la nouvelle continuité, c'est que ça donne un nouveau but à Matt Smith. Et le nouveau but à Matt Smith, c'est de retrouver Gallifrey et de la sauver. Oui, mais ça, c'est ce que tu penses, toi, pour le moment. Non, c'est ce qui est dit à la fin du truc, c'est que non, mais c'est le nouvel objectif de la série. Sauf que le truc, c'est que si ça a vraiment changé la continuité... Je suis pas sûr, c'est comme tout, ça reste une phrase dans un épisode. Est-ce que vraiment Moffat va continuer là-dessus? On n'est pas sûr. On a eu un teaser pour l'épisode de Noël. C'est pas du tout ça, hein.
Il Ouais, va c'est pas, pas ça, ouais. il va pas chercher Gallifrey. Non, mais c'est. Donc, Regarde ce qui est dit sur la série, par exemple, sur Internet, enfin sur l'épisode sur Internet. Je Est-ce regarde, que je regarde tu- pas ce qu'écrivent les gens sur Internet. Non, mais en gros, Matt Smith, dans tous les cas, sait que maintenant Gallifrey est encore vivante. Enfin, il existe encore quelque part. Oui, bien sûr. Enfin, le docteur, oui. Matt Smith, Mais, je dis Matt Smith, mais le docteur de Matt Smith. à la limite, est-ce que ça peut être un fil rouge? Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais le point important où je voulais en venir, c'est que dans ce changement des faits, certes, Gallifrey a disparu, certes, le docteur pense que du coup, il a réussi à tout détruire. Et du coup, ça pourrait être le fait que, en fait, il a créé une boucle et que ça s'est toujours passé comme ça. Mais c'est suggéré que du coup, ça a changé la continuité. Et du coup, pour moi, dans la nouvelle continuité d'exister, les Daleks sont beaucoup plus présents. Ce qui ne m'étonnerait pas, vu que le premier épisode de Peter Capaldi est censé le mettre pour la première fois face aux Daleks. Donc, Mais le personnage de Peter Capaldi. moi, je suis aussi un peu dans ton sens, dans le sens où. Sens, ça fait 2 fois, ouais. C'est pas terrible. Steven Moffat a dit que l'épisode des 50 ans est aussi là pour pouvoir fêter un jour un épisode des 100 ans et relancer la série pour les 50 prochaines années. Donc, c'est possible que justement le retour de Gallifrey soit le gros fil rouge de bourrin pour les années qui suivent, quoi. Et puis c'est un pivot central, je trouve, dans la mythologie de Doctor Who pour les années à venir, quoi. Ça va vraiment changer la physionomie de la série, les enjeux et tout ça dans les prochains épisodes. Ça ouvre énormément de portes et ça permet énormément de choses au niveau de la série, quoi. Ça ouvre des portes, mais après moi j'ai un avis contraire à toi, je partage un peu celui de Manu. Moi je pense que ça change rien du tout en fait. Concrètement, ce qui s'est passé, ça s'est déjà passé et c'est juste qu'il l'oubliera à chaque fois. Mais en fait, au final, tu peux interpréter ça de façon différente. Et concrètement, ils peuvent très bien utiliser cette explication pour ne pas changer la continuité de la série et rester dans les mêmes thèmes. Mais là où ça aurait pu être le whatever happened happened, pour moi c'est mon principe de voyage temporel, mais celui qui utilise dans Lost par exemple, des trucs comme ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qu'il fait dans le futur en fait, c'est reproduire ce qu'il a fait dans le passé en faisant une boucle. Dans ce cas-là, Gallifrey n'est pas vivante puisque elle n'existe plus elle existe toujours, mais il le savait déjà puisque dans The End of Time, il retrouve Gallifrey, il sait qu'elle est enfermée dans une bulle temporelle et qu'elle essaye de se ramener de la réalité et il l'empêche, quoi. Donc en fait, la révélation qui est faite que Gallifrey existe toujours, on le savait déjà. Et ça m'emmerde un peu, quoi. C'est pour ça que pour moi c'est un non-événement, c'est que ok, il a sauvé Gallifrey, mais on savait qu'il n'était pas mort et qu'il était toujours là, quoi. Ça reste la petite déception de l'épisode, oui, outre le fait que, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose de réellement épique, même si la scène de fin, on va vous le dire, il n'y a pas que 3 docteurs qui arrivent, en réalité tous les Je l'ai dit tout à docteurs, l'heure. tu l'as dit, pardon. Moi, je l'ai je sais dit, pas, Tous les docteurs, je t'écoute en fait, pas toujours, les Gallifreyens disent toutes ces incarnations-là, les 13. Les 13. Et dedans, ils sont 13 en comptant Peter Capaldi qui est censé être le 12e. Et là, quand ils disent les 13, est-ce qu'ils savent qu'il va n'y en avoir que 13 ou est-ce qu'ils supposent que vu qu'ils sont censés en avoir que 13, il va y en avoir que 13? Techniquement, il n'y en a que 13. Techniquement, à ce moment-là, il n'y en a que 13. Techniquement, il n'y en a que 13. Et en plus de ça, John Hurt n'était pas considéré, puisqu'il n'avait pas détruit Gallifrey, il n'était plus considéré comme autre chose qu'un docteur. Et il était toujours appelé docteur. Le conseil des Time Lords l'appelle le docteur. Donc il fait partie de la continuité, il fait partie des réincarnations. Pour lui, ça reste une réincarnation. Et en plus de ça, donc tous les docteurs arrivent. Mais c'est vrai que la résolution de l'histoire, même si elle est magistrale, parce que on était tous devant, on était fous, on hurlait pas à la mort, mais c'était pas loin. Peter Capaldi, c'est juste une image pour une seconde. Moi, je pense que On était dingue. Moi, je pense que je garderais l'image d'Alexis qui était devant la télé avec son petit Sonic Screwdriver. Il pointait comme si c'était une télécommande, comme un petit enfant. C'était vraiment magnifique. Mais on était tous comme ça. Non, mais ça va être ouf. Ça, il le fait tout le temps, par contre. Mais c'est autre chose. Mais voilà, ça manquait réellement à l'intérieur de l'épisode qui était pas trop long, je pense qu'on a tous apprécié. Il y avait un rythme assez conséquent, ça se regarde très facilement. Ça manquait quand même quelque chose de... Je pense qu'on s'attendait peut-être à un petit peu plus d'explosion et plus de batailles. À la place des Zygons, il y aurait eu plus de batailles sur Gallifrey et tout ça. C'est mais ça c'est qui aussi, nous manquait, à mon avis, peut-être. pour garder le côté familial de la série, sans mettre que de la Exactement. baston en avant, tout ça, quoi. Moi, c'est pas ça. J'ai d'autres déceptions, c'est que
je m'attendais à voir un truc à ce qu'on révèle un mystère qu'on connaissait pas, quoi. Et on savait que maintenant on savait avec le prologue que John Hurt c'était le 8e Docteur. Je m'attendais à voir des révélations sur le Docteur, sur son passé, et enfin plus sur qui il est. Mais ça se trouve, il y a un truc qu'on n'a pas tilté, tu vois, et que dans un prochain épisode ils vont balancer une info et on va revoir complètement différemment Le l'épisode. truc, c'est qu'on sait pas encore que si c'est Whatever Happened ou non, tu vois. Donc, Ça me perturbe franchement, ouais, parce que ça se posait plein de questions, oui, sur l'avenir de la série, est-ce que la continuité qu'on avait depuis 5 ans a changé. Ça pourrait avoir changé toute l'histoire, quoi. Et comment ça va être géré, sachant que les docteurs sont censés oublier l'histoire globalement, même si Matt Smith va s'en souvenir. Matt Smith va s'en rappeler, ouais, je pense. Ça va être là. Mais ouais, ça pose plein de questions sur l'avenir. Mais quel bel enchaînement, tu parles des docteurs pour enchaîner sur la relation entre les 3 docteurs. Ouais, je voulais revenir sur le petit clin d'œil, enfin le petit fan service qu'ils ont fait et qui était quand même cool. Ils nous ont montré la régénération entre le 8 et le faux 9 dans le préquel, et là ils nous montrent la régénération entre lui et Cleston, même si c'est hyper frustrant parce qu'on commence à avoir des Cleston et ils coupent parce qu'ils n'ont pas tourné de la scène avec lui, quoi. Ils ont pris des vieilles images qu'ils ont collées. Là, on le voit pendant une demi-seconde dans son Tardis en train de le manipuler, en fait. Mais ça, on pense pareil que c'est des images reprises de. Et comme d'ailleurs, on voit Peter Capaldi et c'est pareil, c'est une image. Oui, sûrement c'est pas reprise, dit que ce soit réellement fait spécialement pour l'épisode, surtout que c'est vraiment juste le haut de son crâne. Ça peut et être un ses rush yeux, de c'est pas Torchwood non plus. ou un truc Ouais, comme voilà, ça. c'est pas. Bref, enchaînons avec du coup la relation entre les docteurs. Parce que c'est quand même c'est le point Le d'orgue de point l'épisode. très important, ouais. C'est ce pourquoi on a tous un peu vibré pendant des semaines, c'est la réunion ces trois grands monsieur qui interprètent les docteurs. Peut-être d'abord, ça se passe un peu en 2 parties. Il y a d'abord la rencontre entre Matt Smith et David Tennant. Qui est un petit peu concours de zizi avec des tournevis Sonic. C'est drôle. Ouais, Tout simplement, c'est super drôle. Et puis David Tennant rencontre aussi un lapin. Et puis c'est bourré de scènes, voilà, c'est bourré de scènes comme ça entre le lapin, le cheval, le concours des zizi, les lunettes, le fez. Enfin, on se marre, mais tout le temps, je trouve. On retrouve l'humour Tennant et tout qu'il y avait à cette époque. Un truc qui est marrant, c'est que le docteur de Matt Smith connaît le docteur précédent. Du coup, il sait comment il était. Du coup, il le chambre sur certains points qu'il connaît, quoi. Et le docteur de Tennant ne connaît pas son futur. Du coup, il le chambre sur des trucs qu'il découvre au fur et à mesure, comme le nouveau Tardis ou des trucs comme ça, quoi. Il se fout de sa gueule sur ça. Et c'est marrant à voir, quoi. C'est pas la même relation exactement. C'est pas la même appréhension du personnage, quoi. Il y a un peu une relation genre cousin ou frère, et puis avec John Hurt en mode papa au-dessus qui dit mais qu'est-ce que vous êtes devenu Est-ce que tu trouves pas plutôt qu'il y a une relation nombre de fans sur Facebook versus nombre de fans sur Facebook? Moi j'ai plutôt l'impression que c'était les railleries que font les fans entre eux sur ceux qui préfèrent Tennant parler de Matt Smith de telle ou telle manière, inversement pour les autres. Moi j'ai vu ça comme ça m'a fait hurler de rire. Mais justement à la fin c'est Tom Baker qui arrive et qui les remet à leur place en disant tu vas revisiter les têtes mais que celles qui sont que tu préfères, en fait. Et c'est une référence à fait que Tom Baker ça soit le c'est une référence au fait que Tom Baker ça soit le Doctor Who préféré des Anglais en général, quoi. Mais pour rebondir sur ce qu'avait dit Alexis, sur le fait que John Hurt s'appelle papa, la scène où il arrive, il cherche le docteur et ils font vous êtes bon endroit, il fait vous êtes ses compagnons, c'est ça. Ouais. Il les prend un peu pour, ils les prennent de plus en plus jeunes. Des blaireaux, tu vois, il prend surtout Matt Smith pour un blaireau parce que autant Tennant il le tient en clair. respect assez vite, autant Matt Smith mais vous aussi vous êtes docteur. Oui quand même oui. Mais justement c'est vrai que là il y a peut-être le truc des coups de fan Facebook. Mais je pense que c'est ça, parce qu'il y a moi je le défendrai jusqu'à ma mort, mais Matt Smith c'est quand même pas mal décrié en tant que docteur. C'est un acteur extraordinaire. Mais après, les gens qui voient ça un petit peu d'un avis extérieur voient ce mec-là. Forcément, il a un physique et une tête assez particulière. Donc, du coup, ça fait qu'il y a pas mal de personnes qui regrettent énormément Tennant encore aujourd'hui, se foutent un peu de sa gueule parce que sa tronche amène ça aussi. Matt Smith attire effectivement un public bien plus jeune que celui de Tennant et du coup, ça modifie les deux perceptions.
Matt Smith, il a une grande fanbase de filles genre trop amoureuses de lui, etc. quoi. Alors que Tennant, il y a ça, mais il y a aussi pas mal de mecs en mode il est trop cool et tout. Alors que Matt Smith a moins ça, je pense. Ça m'étonnerait pas que ça soit justement ce concours de fans Facebook qui s'implante dans l'histoire, parce que Doctor Who, il y a aussi beaucoup de méta-histoires comme ça, comme la personnalité des docteurs, Bien sûr. qui revient toujours, qui modifie la série et tout ça. Et ça m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé ça justement dans cette histoire, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé juste un peu dommage, c'est que je trouve que les docteurs sont pas du tout sur le même pied d'égalité dans l'épisode. Enfin, c'est toujours du coup, comme c'est quand même la saison Matt Smith. Enfin, la partie Matt Smith, je trouve que c'est quand même Matt Smith qui tient un peu les rênes. Ouais, c'est sa fin de saison, enfin c'est sa fin de règne en même temps. Donc, oui, bien sûr. voilà. Et mais tu vois, genre c'est lui qui trouve enfin ça c'est justifié par le scénario, mais tu vois, t'as des trucs comme ça qui font que. C'est normal que c'est le dernier qui découvre ce qui va le faire amener aux autres, quoi. Ouais. Ouais. Mais un truc qui m'a agréablement surpris, c'est que déçu à premier abord, après agréablement surpris, c'est que je m'attendais au John Hurt Dark, tu vois, celui qu'on voit à la fin de l'épisode The Name of the Doctor. Et là, c'est le John Hurt qui a le côté dark parce qu'il doit prendre sa décision, il en a vécu, et en même temps, il est pas encore désillusionné. Il est très guilleret en fait. Ouais, et au final, ça fait que la relation avec les deux autres qui sont un peu blaireaux, dans le sens. C'est des comiques, en fait, c'est très drôle parce que c'est deux jeunes coqs face aux vieux coqs, alors qu'en réalité, c'est le plus ancien qui connaît le moins de choses, parce que les deux autres ont forcément vécu ce que lui a vécu, plus beaucoup d'autres choses. Et c'est là où la relation entre les trois est super forte, c'est que John Hurt veut se poser en papa, mais en réalité, c'est lui qui apprend le plus des deux autres, parce que notamment à la fin, quand Matt Smith leur révèle qu'il a réfléchi pendant des siècles et des siècles à comment il pouvait sauver Gallifrey, la réaction qu'a John Hurt est mais oui, enfin on dirait Doc Brown dans Retour vers le futur. C'est un scientifique fou qui fait mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'y avais pas pensé. Enfin, c'est très très drôle. Et là-dessus, la relation entre les trois marche très très bien. Et John Hurt en plus est un acteur incroyable. Enfin, tu Ouais, vois ouais. clairement C'est, un niveau jeu, c'est impressionnant quoi. C'est monsieur, quoi. Mais pour revenir au paradoxe du fait que le plus jeune soit le plus vieux, ça me refait penser au dialogue de Clara où quand elle regarde John Hurt et dit pourquoi est-ce que tu as deviné le truc, c'est parce que vous avez les yeux, ça se voit dans vos yeux, vous êtes le plus jeune. Ouais. Et ça fait référence à beaucoup de choses qu'on dit effectivement sur Matt Smith et David Tennant, c'est quand on les regarde, on voit leurs yeux, ils ont vraiment, on sent qu'il y a le poids des années dans leur regard et tout ça. Et c'est vraiment bien trouvé. On a tout dit Clairement. sur la relation des docteurs ou vous voulez rajouter un point? Gary, tu veux en dire quelque chose? Non. Je pense qu'on a. Voilà, c'était excellent. Ouais. Ouais. Bah, on va peut-être faire un bilan chacun notre temps. Ouais, comme ça. allons-y. Vas-y, comme. Allons-y, Alonso. Pas mal. Merci. Alors, un bilan. Il faut quand même. Ça, on l'a dit dans la partie non spoiler. Maintenant qu'on spoil, on peut le dire. C'est vrai que quand on disait qu'il y avait plein de références, par exemple, il y a le I Don't Want to Go de Tennant qui est redit. Il y a pas mal de trucs comme ça, quoi. Les vortex temporels de Five Doctors qu'on retrouve, Tom Baker évidemment. Le bracelet de Jack. Le bracelet de Jack Harkness, ouais. Et ça, c'était cool. Ouais, c'était bien sympa. De toute façon, c'est bourré d'historique. Je pense qu'on va le voir tous 3-4 fois. Ça se trouve, le lapin, c'est une référence à un truc qu'on sait pas. Hein. C'est possible. C'est Après, vrai. on sait pas tout. C'est-à-dire que comme il y a 50 ans d'histoire. Bah, on va être sincère, personne ici dans cette pièce a vu tous les épisodes de Doctor. Non. Puis je pense que même disponible. en les ayant tous vus, c'est quand même compliqué. S'ils ont vraiment caché des choses très 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 anciennes dessus, c'est peut-être pas toujours très simple. C'est souvent on apprend suite aux productions sur des bonus de DVD, on a mis ci ça en plus. Alors bon, pour faire un bilan, moi très clairement, oui, dis-moi. Il faudra que tu me mettes une note sur 5. Une note sur 5 Je calculerai après. Là. Oh là là. Alors, moi j'ai adoré. Tout simplement, c'est pur fan service. On a hurlé comme quand on voit des films. J'ai peur de la fin de ta phrase. Non, mais c'est. Non, c'est pas ça. En fait, moi, je me souviens, j'ai assisté à l'avant-première de Kaamelott saison 6, où il remettait les personnages qu'on connaît depuis le début de la série en plus jeunes, et donc dans des situations un petit peu différentes que celles dont on les connaît. Et j'étais dans la salle, c'était au Grand Rex, et à chaque fois qu'un nouveau personnage apparaissait à l'écran,
C'était la folie dans la salle et c'était un peu ça hier soir. C'est-à-dire que quand on a vu Tennant, on a tous gueulé. Même qu'on a vu dans le crédit David Tennant Voilà, juste apparaître, on a juste les hurlé. crédits, C'est c'était- complètement con. Et c'est ça, c'est-à-dire que en plus on l'a vu entre nous, entre amis, entre fans, avec des gens qui étaient pas moins fans, c'est pas le mot, mais qui connaissaient pas la série. Très clairement, l'épisode d'hier était une claque monstrueuse pour l'histoire, pour les fans. A contrario, pour les gens qui connaissent pas réellement la série, c'est pas avec cet épisode-là qu'il faut les Ça, c'est amener, sûr, ouais. très clairement. Il faut en avoir vu certains avant, ça c'est certain. Après, pour donner une note sur 5, moi je vais donner 4,5. Je vais enlever 0,5 pour ce qu'on a dit. Ça manque peut-être d'une scène de guerre sur Gallifrey. Les guerriers et les morts sur place m'intéressent pas. Je voulais pas ça, mais peut-être plus d'explosions à la limite. C'était une fête. Alors tant qu'à faire, autant mettre des feux d'artifice un peu partout. Je trouvais ça plus intéressant. Maintenant, la relation entre les 3 docteurs est juste parfaite. Ces 3 grands acteurs, et puis voilà, c'est beau, magnifique. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'Arnaud a tout dit, c'est vraiment un gros plaisir de fanboy de voir ça, vraiment. Même peut-être de fangirl quand on hurle devant les noms des docteurs et tout ça. mais ouais, moi j'ai vraiment pris un plaisir. C'est peut-être pas... moi je vais mettre 4,5, tu vois, parce que c'est vraiment excellent, mais avant on a eu An Adventure in Time and Space qui je pense est encore au-dessus niveau beauté d'épisode, quoi, qui est vraiment à chialer cette fois-ci. Pas vraiment un épisode de Doctor Who. Non, c'est un pas un épisode de docu- Doctor Who, mais c'est aussi docu-fiction, pour l'anniversaire de Doctor Who, tu ouais, vois, bien sûr. ça a été fait pour ça. Et là, j'ai pas, contrairement, tu vois, dans The Day of the Doctor, contrairement à An Adventure in Time and Space, j'ai pas chialé, quoi. Et dans An Adventure in Time and Space, j'ai vraiment chialé comme une merde. Et c'est vraiment magnifique. D'accord. D'ailleurs, je vais faire bientôt une critique. Et bien moi je vais casser l'ambiance et je vais mettre 3,5. Parce que c'est peut-être mon côté Sors de cette salle. peut-être mon côté fan de série en général qui fait que enfin là il y a vraiment que d'épisme. Enfin il y a pas de c'est jamais c'est jamais épique quoi, c'est fan service mais c'est jamais épique. Et il y a Billy Piper, c'est un scandale de l'avoir mis pour ça quoi. Et ouais, par contre, il y avait vraiment beaucoup de fanservice, c'était cool. Ouais, je me suis amusé, j'ai eu le cœur cabattu, tout ça. Mais voilà, c'est un épisode, les Zygons, quoi. Les Zygons, leurs menaces, c'est les, je sais plus, ceux qui viennent de Raxa, Faïko, enfin tu vois. Parfaitement. Quand ils veulent contrôler le 10 Downing Street, tu vois, et c'est la même menace. C'était les premiers épisodes de la saison 1, c'était plus kitsch que ça, et du coup ça passait peut-être mieux. Et là, ça manquait d'un gros truc. Et il y a des épisodes de Doctor Who qui m'ont fait beaucoup plus vibrer que ça, qui étaient beaucoup plus épiques. Des fins de saison, souvent, enfin la fin de saison 3, tous les épisodes de la fin de saison 3, c'était ouf. Là, j'ai pas ressenti ça, quoi. Et bon, après, c'est peut-être aussi l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'on est obligé de tout dévoiler avant parce que on a toutes les infos avant parce que ça fuite de partout. Et on n'avait peut-être pas ça avant qui nous gâchait certains plaisirs. Et on a la même chose au ciné. Quand on va au ciné aujourd'hui, on sait tout avant. Et du coup, il manque trop de choses pour que ça atteigne 4. Quoi, pour moi. C'est la déception du fan. Désolé. Pour moi, ça serait un 4 sur 5. Je partage certains avis de Manu à ce propos. L'épisode était fou, il était super. Le fanservice était là. C'était un plaisir de regarder ça et de fêter les 50 ans d'existence de Doctor Who. Mais effectivement, pour moi, il manque un enjeu scénaristique dans cet épisode. Il manque la petite touche finale qui fait qu'on accroche tout de suite. Et voilà, le fait qu'au final, tout s'est peut-être déjà passé et qu'on n'apprend pas grand-chose dans cet épisode, c'est un peu décevant. Mais l'épisode reste dingue, c'est super anniversaire. Bah, même chose, moi je vais mettre 4 sur 5 parce que Clara elle est canon de base et qu'elle est dans l'épisode donc c'est cool. David Tennant qui revient, c'est mortel. Et voilà, l'épisode était bien construit, bien rythmé, mieux réel que d'habitude. Je trouvais que c'était quand même, par rapport à la saison 7 qu'on a eue, il n'y avait pas photo quoi. Ça faisait du bien d'avoir
un épisode de Doctor Who vraiment sympa, quoi, même si il est pas transcendant. Mais ouais, ça manque un peu de punch à la fin dans disons les 15 dernières minutes, un truc comme ça, comme la fin de Tennant par exemple. Et on l'a pas dit, mais qui était épique, quoi. les adieux, ça fait pas adieu, quoi. Et quand Tennant part, quand John Hurt part, moi je me demande s'ils vont pas finir ça dans l'épisode de Noël ou quand il va se régénérer, les deux autres vont venir assister au truc, tu vois, pour que là il y ait des vrais adieux entre les trois personnages. Mais ouais, je sais pas. Quand Tennant part, il y a le petit truc qui rappelle son dernier départ, sauf que tu te dis, du coup, on va le revoir ou pas? Ou c'est des vrais adieux pour la deuxième fois, et là, c'était beaucoup moins épique. Moi, personnellement, je pense que c'est des adieux. Hein. C'est juste que c'est mal. Je pense qu'ils le feront pas parce que s'ils refont des adieux, ça sera forcément moins bien que les adieux qu'ils ont déjà fait, quoi, tu vois. Et ça serait dommage. Et puis là, du coup, là, on savait que l'épisode, ce serait vraiment sur les 3 docteurs, etc. Alors que l'autre, c'est la régénération de Matt Smith, le prochain qui arrive, l'épisode de Noël. Donc du coup, s'ils invitent d'autres docteurs en plus et tout, ça va un peu manger. Si c'est juste pour une scène de régénération à la fin, tu vois, où ils arrivent pas, tu sais pas. Et... Ouais, ça serait chelou. Ouais, non, je sais pas. Moi je kifferais. Hein. Du coup, bon, du coup, ça fait 4,1 si j'ai bien compté. C'est ça. Avant que bonne moyenne. Tu fasses toi-même ta division. Ouais, c'est une bonne moyenne. On a été rejoint depuis quelques minutes par Sullivan, Zach, Alfro, Adrien, Alex et JB. Ils vont vous dire au revoir avec nous. On va pas leur demander de noter l'épisode parce qu'on va pas baisser la note. Sur ce, on vous dit à bientôt, la semaine prochaine, pour un sujet qu'on déterminera la semaine prochaine. Bah, sur Universe, on fera un podcast, pareil, dans 2 semaines, je pense à peu près. Okay. Sur un sujet non plus qu'on ne sait pas. Voilà. Très bien. Bon, bah, salut. Allez, salut. Ciao.